C'était un matin ordinaire et je triais mes livres dans mon casier quand des cris d'excitation et des exclamations m'ont interrompu. Ah, il était bien trop tôt pour un tel bruit. Un groupe de filles s'attardait autour du tableau d'affichage. Je me suis approchée pour jeter un coup d'œil. Il s'est avéré que c'était juste le dernier poster de Hilary, la fille la plus jolie de l'école, pour sa campagne afin de devenir la reine du bal. Eh bien oui, réaction normale, puisque Hilary est déjà trop parfaite. Toute la journée, je me suis surprise à penser au poster de la reine Hilary. Oh, j'aimerais être aussi belle qu'elle. Je veux dire, je suis pas si moche, mais c'est sûr que je suis pas aussi belle qu'elle. Oh mon Dieu, regardez-moi. Mes pommettes ne sont pas assez définies, mes lèvres ne sont pas assez pulpeuses, mes cheveux sont trop crépus, et je dois littéralement sauter sur place pour mettre mon jean préféré. Regardons les choses en face, j'étais normale et ordinaire, alors que Hilary, elle était si belle. Maman m'a appelée pour le dîner, alors je suis restée assise, l'air sombre, à faire tourner ma fourchette dans mon assiette. Maman a dû remarquer que quelque chose n'allait pas, car en fronçant les sourcils, elle m'a demandé « Sonia, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as à peine touché à ton repas. » Je n'ai pas faim, ai-je soupiré. De toute façon, je suis déjà assez grosse et assez moche. Chérie, ne sois pas bête. Tu es très belle. C'est ça, maman a dit ça parce qu'elle se sentait obligée de le faire. Je l'ai remerciée pour le dîner, puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait défiler le profil d'Hilary. Il n'y avait pas une seule mauvaise photo d'elle. Pas une seule. Elle était si parfaite, alors que j'étais, pleine de défauts. Le lendemain, je traînais sur le terrain de l'école avec ma meilleure amie Marie et son petit ami Lucas, quand Hilary est passée dans une robe magnifique. Oh, mon Dieu, regardez comme elle est belle. Descente sur terre pour Sonia. Marie m'a jeté une chips. Je me suis retournée et je lui ai lancé un regard. C'était pour quoi faire. Elle a roulé les yeux et a continué. Arrête de fixer la petite Miss populaire et fais attention à nous. Tu sais, tes vrais amis. Allô ? Désolée. J'ai soupiré. C'est juste qu'elle est si jolie dans cette robe. C'est pas juste. On n'a même pas besoin de l'essayer alors que, sur moi, on dirait que je porte un sac poubelle. Arrête de te comparer à elle. C'est débile. Mais oui, Hilary, c'est Hilary. Tu es toi. Tu as ta propre beauté. J'ai secoué la tête. Oui, c'est ça. Je n'avais pas de beauté, au contraire. J'étais ordinaire, alors que Hilary était extraordinaire. La chimie était le seul cours que je partageais avec Hilary. Et pendant 45 minutes, je n'ai pas pu m'empêcher de la regarder. Fascinée. Tandis que le professeur déblatérait sur le tableau périodique, je rêvais d'avoir des cheveux aussi brillants et une peau aussi claire que la sienne. Je l'ai surprise en train de me fixer plusieurs fois. Et une fois, elle m'a dit « Quoi ?» Puis elle a roulé des yeux et s'est détournée avec agacement. Mais quand même, je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. Après la leçon, je l'ai suivie jusqu'à son prochain cours, même si c'était dans une direction différente de celle où je devais aller. J'ai regardé avec envie son petit ami, Frédéric, le capitaine de l'équipe de basket, la regarder avec adoration, et comment ses jolis amis s'attroupaient autour d'elle. Ça doit être génial d'être aussi parfaite. Mon obsession pour Hilary s'est poursuivie à la maison. Chaque soir, je parcourais son profil et j'enregistrais les nouvelles photos qu'elle avait postées. Puis je restais au lit à regarder ses traits parfaits et à les comparer à mes traits si imparfaits. J'ai même imprimé mes photos préférées d'elle et je les ai encadrées sur mon bureau. Puis un jour, mon pire cauchemar s'est réalisé. J'allais retrouver Lucas quand je l'ai vu debout dans le couloir en train de parler à Hilary. C'est bizarre. Une fille populaire comme Hilary ne prendrait jamais plaisir à parler à un commun comme lui. Oh mec, regarde comment Lucas n'arrête pas de rire et de glousser. Et si Hilary l'aime bien ? Ce genre de fille obtient facilement ce qu'elle veut. Je ne pouvais plus regarder ça. J'ai envoyé un message d'urgence à Marie et je me suis précipitée aux toilettes. Elle m'a retrouvée en train de pleurer dans la cabine et m'a demandé ce qui n'allait pas. Je lui ai raconté ce qui s'était passé et elle a froncé les sourcils. « Tu es folle ? Lucas était probablement juste poli avec elle. Bon sang, il est avec toi pour une bonne raison. Alors arrête de faire une fixation sur Hilary. C'est bizarre. » Pourquoi Marie était-elle si insolente ? Je voulais son soutien, pas son retour de bâton. Je ne l'ai donc pas retrouvée après les cours comme prévu.
Mais je suis rentrée directement chez moi et j'ai regardé mes photos d'Hilary. J'ai découpé des morceaux de ses lèvres, de son nez, de ses cheveux et je les ai collés sur une photo de moi. En la regardant, eh bien waouh, j'étais tellement mieux. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'aurais un visage parfait comme le sien. Alors, serrant la photo améliorée, je me suis précipitée vers ma mère et je l'ai agitée devant elle. « Regarde comme je serais parfaite si je changeais quelques trucs. S'il te plaît, tu peux me prêter de l'argent pour payer la chirurgie? S'il te plaît. » Maman a eu l'air horrifiée. « Sonia, tu n'as que 17 ans et tu es déjà belle. Tu n'as pas besoin de t'infliger toute cette douleur et ces risques pour ressembler à quelqu'un d'autre. » J'ai essayé de lui expliquer que je voulais pas continuer ma vie en ayant l'air aussi banale et ennuyeuse que j'ai maintenant. Mais elle n'a pas écouté au début. Il m'a fallu beaucoup de temps pour lui en parler. Et soyons honnêtes, elle a déjà eu recours à des opérations du nez. Alors pourquoi ne pas faire réparer le mien aussi, avec quelques retouches supplémentaires? Cet été-là, j'ai menti à Marie et Lucas en leur disant que je passais toutes les vacances avec mon père chez ma belle-mère. J'ai montré au chirurgien une photo d'Hilary comme exemple du résultat que je voulais. Il a donc rétréci mon nez, inséré des implants dans les joues pour donner une apparence plus définie et injecté du produit de remplissage dans mes lèvres. Je me suis réveillée après l'opération en pleine agonie. Oh mon Dieu, ça fait mal. Je ne pouvais pas parler et même pleurer était douloureux. Pire encore, avec tous les bandages, je ressemblais à une momie égyptienne. Puis, quand les bandages ont été enlevés, mon visage était tout gonflé et bouffi. Et je devais faire des massages pour améliorer à nouveau mes muscles faciaux. Il faut souffrir pour être belle, n'est-ce pas? Maman n'avait pas vraiment aimé ce que j'avais fait, car je ne lui avais pas vraiment dit et j'allais changer tout mon visage. Elle a tout de même passé l'été à s'occuper de moi, même si j'ai dû supporter ses pleurnicheries et parfois même ses larmes. Une fois guérie, il ne me restait plus qu'à faire colorer et couper mes cheveux comme ceux d'Hilary, et changer le style pour qu'il corresponde au sien. Une fois mon nouveau look terminé, je me suis regardée dans le miroir et j'ai souri. Enfin, j'étais belle. Je suis retournée à l'école, impatiente que tout le monde voie mon nouveau look, mais lorsque j'ai traversé le couloir, tout le monde m'a dévisagée et m'a fait des commérages à mon sujet. Des gens que je ne connaissais pas m'entouraient et me bombardaient de questions telles que « Quelle partie tu as réparée? Combien? Est-ce que ça fait mal ?» Personne ne m'a fait de compliments ou quoi que ce soit. Puis, alors que je rangeais mon casier, j'ai entendu une toux. J'ai levé les yeux pour voir Marie debout, les bras croisés. « Alors, ça valait le coup ?» Je n'étais pas d'humeur pour ça, alors j'ai répondu « Tu ne peux rien dire de gentil, n'est-ce pas? C'est ce que je suis maintenant. Je suis mon vrai moi et je suis heureuse. » Non, c'est toi essayant d'être quelqu'un que tu n'es pas. J'ai claqué mon casier et je suis partie. Quel genre de personne ne soutient pas sa propre meilleure amie? Ma journée est allée de mal en pis quand j'ai rencontré Lucas au déjeuner. Il m'a jeté un regard furieux et m'a dit « Sonia, pourquoi? Tu n'avais aucun problème avant. Mais maintenant tu n'es que le clone de quelqu'un d'autre. » Il a voulu partir, mais je lui ai tenu le bras. « S'il te plaît, j'ai fait ça parce que je veux être plus belle. Pour toi. J'ai fait ça pour toi. » Lucas a secoué la tête et a poussé un sourire pensif. Il n'a pas essayé de partir après ça. Mais il a continué à me regarder avec pitié. Puis, alors que je me rendais en classe, un type a couru derrière moi et a mis son bras autour de ma taille. « Salut mon bébé !» Surprise, je l'ai immédiatement repoussé. « Oh ! C'était Frédéric, le petit ami d'Hilary. »« Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais attends, pourquoi ton visage est si bizarre ?» Je l'ai repoussé et je me suis enfuie. Oh mon Dieu, c'était horrifiant. Mon cœur battait encore. À partir de ce moment-là, les gens ont continué à me confondre avec Hilary. Et chaque fois que Marie s'essayait avec moi, il racontait des ragots sur le fait que c'était tragique qu'elle essaye d'être une fille cool. Cela la mettait mal à l'aise, alors elle a cessé de me fréquenter à l'école. Je devais m'asseoir seule, et je me sentais si seule. Et puis, il y avait Lucas. À chaque fois que j'essayais de lui faire un câlin, il reculait. Puis il a admis qu'il trouvait mon nouveau look étrange et intimidant. La vie continuait et le bal de fin d'année approchait. J'ai remarqué qu'une des affiches de la reine Hilary avait été arrachée et qu'à sa place se trouvait l'affiche d'une fille nommée Léa. Bon sang, cette campagne pour la reine du bal semble très stressante. Puis, en sortant, j'ai entendu quelqu'un crier
Maintenant. Puis, la prochaine chose que je savais, des trucs m'ont été jetés. En un clin d'œil, je me suis retrouvée couverte de tomates et d'œufs. Burk. Puis, un groupe de filles souriantes est sorti, et l'une d'entre elles l'a dit. « Tu devrais abandonner l'idée d'être la reine du bal avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai lâché ça en enlevant des morceaux de coquilles d'œufs de mes cheveux. « Quoi ? Pourquoi m'attaquer ? Oh, attendez les filles, c'est la fausse Hilary Willoughby. Eh bien, tu méritais quand même. Amuse-toi bien à être une version ratée d'Hilary. » Elles sont parties en riant, me laissant là, me sentant plus mal que jamais. Je suis allée dans la salle de bain pour me nettoyer et j'ai surpris Hilary en train de se maquiller dans le miroir. Waouh, son visage n'était pas si parfait sans tout le maquillage. « Oh, waouh, c'est toi ?» Elle m'a regardée. « Tu sais, tout le monde parle de toi encore plus que de moi. » Elle a dit en couvrant sa paupière avec des tonnes d'ombre à paupières. « Je veux dire, je suis un peu flattée, mais crois-moi, t'es ridicule. Tu es comme une imitation bon marché de moi. Je plains Lucas d'avoir une copine aussi peu sûre d'elle. » Puis, elle s'est coiffée et elle est partie. Je me suis regardée dans le miroir, des larmes coulant sur mon visage. Donc, Hilary n'était rien qu'une fille méchante qui faisait semblant pour se construire une image sympathique et qui couvrait son visage médiocre avec une tonne de maquillage. Elle n'était pas si parfaite, tout comme moi. À partir de ce moment-là, j'ai désespérément voulu ressembler à nouveau à moi-même. J'ai supplié maman de me prêter de l'argent pour réparer mon visage, mais elle a refusé. C'est fini. Une fois suffit. N'était-ce pas tout ce que tu voulais ? Super. Alors maintenant, j'allais être coincée comme ça pour toujours. Jusqu'à ce qu'une nuit, mes joues ont commencé à me faire mal. Bientôt, je ne pouvais même plus bouger mon visage sans sentir une douleur intense. Maman m'a retrouvée en train de me serrer le visage en me pliant de douleur et m'a conduite dans un hôpital. Le médecin m'a dit que mes implants avaient fui et que je devais être opérée d'urgence pour les retirer. Cela s'est produit il y a quelques mois. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, heureusement, je ne vois plus Hilary. Mais je me vois moi, mais dans un look tout à fait différent. J'ai bel et bien appris ma leçon. Et Marie et Lucas ont été là pour m'aider à traverser tout ça. Je sais maintenant que j'aurais dû apprendre à m'aimer. Au lieu de me comparer à quelqu'un d'autre, je suis qui je suis. Et vous savez quoi ? Je réalise maintenant que ça me convient parfaitement. Waouh, magnifique ! Donc je vais vivre ici à partir de maintenant ? Incroyable ! Tout s'était passé si vite que j'avais du mal à croire que c'était réel. Hier après-midi, alors que je donnais un coup de main au restaurant de ma famille, une équipe de tournage s'est soudain précipitée et a dit qu'elle faisait partie de l'émission de télé-réalité Long Lost Love, qui réunit les membres de familles perdues. Alors que je restais là, confuse, ils m'ont annoncé que j'étais l'enfant perdu du célèbre réalisateur Gabriel Pérez. Quoi ? Ça veut dire que mes parents m'ont adoptée ? En larmes, mes parents m'ont raconté qu'il y a 13 ans, dans une foire animée et bondée, ils m'ont vu errer sans but. Alors, ils m'ont ramenée à la maison. Et même s'ils l'ont signalé aux flics, il n'y avait aucune piste, alors ils ont décidé de m'adopter. Et c'est ainsi que je commence ma vie de jeune fille d'une famille riche. Comme on peut s'y attendre avec la maison d'un célèbre réalisateur, la demeure de mon père était impeccable. Du mobilier design au décor élégant, toute la maison ressemblait à un château de style français. J'ai regardé l'énorme photo de mes parents sur le mur. Soudain, il y a eu un chuchotement. « Le maître doit être très heureux, tu sais. Sa deuxième femme n'a pas pu lui donner d'enfant après toutes ces années. Oui, maintenant qu'il est plus âgé, il a dû chercher son enfant biologique pour s'appuyer dessus. » Oh ! Donc, cette femme, la femme qui est venue avec papa à la réunion hier, n'était pas ma mère biologique ? Si c'est le cas, je me demande qui est ma vraie mère. « Mademoiselle, entrez, s'il vous plaît !» À l'intérieur se trouvaient mes parents et quelques spécialistes qui m'ont immédiatement fait entrer pour un relooking complet. Waouh, j'étais vraiment magnifique. Mes cheveux étaient si brillants et ce maquillage me donnait l'air si glamour. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que je finirais par vivre ici et me sentir comme une princesse. Rayonnante de bonheur, je me suis retournée pour regarder mon père, mais j'ai soudain été surprise de croiser le regard d'une servante. Elle avait l'air si sombre. Pourquoi me fixait-elle avec un visage impassible ? C'était bizarre. « Carole, allons-y !» C'est étrange, mais peu importe. Peut-être qu'elle est toujours comme ça quand elle voit des étrangers.
Oh mon Dieu, le dîner était si somptueux, incluant du caviar et du steak. C'était tellement extraordinaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir et j'ai roulé au lit jusqu'à l'aube. Mais j'étais loin de me douter de la journée épuisante qui m'attendait. À 5 heures du matin, j'ai été réveillée en sursaut. Y avait-il un incendie ou quelque chose comme ça? Une femme de chambre m'informe que j'ai une conférence de presse très importante ce matin et qu'il est impératif que je sois bien habillée. Je suis sortie du lit en titubant et me suis assise sur la chaise. Je devais porter cette robe chic et avoir cette coiffure rebondie et démodée. Oh, ça me donnait l'air d'avoir 25 ans. Oh mon Dieu, je jure que cette conférence de presse était la chose la plus ennuyeuse. Pendant plusieurs heures, leur conversation n'était qu'étalage de leur richesse et comparaison de leur popularité et de tous les trucs du showbiz. J'ai bâillé des dizaines de fois, mais j'ai dû le cacher derrière ma main. Je pouvais sentir ma belle-mère me scruter. Oh, je voulais rentrer à la maison. Vous voyez, le type de personne que je déteste le plus est ce genre de femme frimeuse et méprisante. Mais malheureusement, ce sont les seuls avec qui j'ai été en contact. Ça m'a manqué de traîner avec des jeunes de mon âge. Mais oui, depuis que j'ai emménagé ici, mes parents ont insisté pour me faire l'école à la maison, afin que je ne sois pas influencée par d'autres enfants inférieurs. Oh! Pire encore, la seule chose qu'ils m'apprennent, c'est le métier d'acteur et les trucs de film. Comment cela va-t-il m'aider à entrer à l'université? Mais ce n'est pas tout. Après les cours, malgré ma fatigue, ma belle-mère me forçait à passer 2 heures de plus à faire du sport dans la salle de gym de la maison. Chaque fois que j'avais du mal à respirer ou que je grignotais quelque chose, elle me faisait un long discours. Le pire, c'est qu'elle m'interdisait tout ce qui était sucré et m'obligeait à suivre un régime strict à base de céleri et de houmous. Burk! Puis un jour, j'ai glissé. Je suis tombée du vélo d'appartement et je me suis tordu la cheville. Ma belle-mère était tellement furieuse contre moi qu'elle m'a fait aller au lit sans dîner. Je n'en pouvais plus, alors j'ai boitillé dans la chambre de mon père. « Papa, pourquoi dois-je faire ces choses? Je n'aime pas ça. » Papa n'a rien dit, mais m'a juste fait signe en silence de le suivre. Il m'a conduit à une pièce fermée à clé au bout du couloir. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai vu le portrait d'une très belle femme accrochée au milieu de la pièce. Attendez une minute, mes nouveaux cheveux et vêtements étaient identiques aux siens. Papa a fixé le portrait avec des yeux rêveurs. Puis il a dit que cette femme était une actrice très célèbre. Il a raconté comment ils sont tombés amoureux, puis elle m'a donné naissance. Alors, ça veut dire que... elle est ma mère? C'est vrai. Ta mère est vraiment belle, n'est-ce pas? Et je vais te rendre parfaite, juste comme elle. Puis papa m'a fait signe de sortir, a verrouillé la porte et est parti, me laissant seule, tremblante. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui me perturbait. Curieuse au sujet de maman, je suis allée voir une vieille bonne pour lui demander plus d'informations. Il s'est avéré que dans le passé, mon père était le manager de ma mère, et grâce à sa popularité, il a gagné beaucoup d'argent. Maman était la muse des films de papa, et aussi l'amour de sa vie. Mais malheureusement, à cause d'une grave maladie, elle est décédée. Cela a été tellement traumatisant pour papa, et il a semblé se perdre. Depuis lors, il a la tête dans les nuages, et il n'est pas toujours très logique. Est-ce que c'est vrai? Pas étonnant que parfois je trouvais les mots de papa sinistres. C'est l'heure de ta leçon de yoga. Et pourquoi tu lui parles exactement? Maintenant que tu es riche, montre un peu de dignité. Ne rentre pas en rapport avec le personnel. Tu n'es pas ma mère et tu ne peux pas me contrôler. Comment oses-tu? Je suis seulement gentille avec toi parce que ton père me l'a demandé. Une petite fille idiote comme toi ne signifie rien pour moi. Tu es si méchante. C'est pas étonnant que... Tu sais, ma mère est 100 fois plus jolie que toi. C'est pour cela que papa veut que je sois comme elle. Un jour ou l'autre, tu finiras comme ma pauvre fille. Profite juste du calme avant la tempête. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelle fille? Les gens n'ont-ils pas dit qu'elle n'avait pas d'enfant? Puis, quelques jours plus tard, alors que je marchais dans le couloir, me sentant épuisée parce que mon plan de régime actuel ne comprenait que 2 pommes par jour, j'ai entendu les servantes chuchoter entre elles. « Regarde, elle ne pourra pas tenir, ça ne durera pas longtemps. Son apparence s'estompe. Ce n'est plus très loin, elle finira comme la précédente. » Quelle précédente? Je me suis approchée pour demander, mais en me voyant, elles ont immédiatement inventé des excuses pour fuir la scène. Soudain, quelqu'un s'est penché dans mon oreille et a dit « Essaye de ne pas perdre ton apparence, ou sinon... » Oh! Je me suis retournée et j'ai vu que c'était cette étrange femme de chambre, Carole. En la regardant partir, je me suis demandé ce qu'elle voulait dire par là. De toute évidence, elle ne m'aime pas. Mais pourquoi?
Honnêtement, il y a tellement de choses déroutantes dans cette famille. Tout est si loin de la normale qu'on pourrait dire qu'on est sur une autre planète. Il me cache quelque chose. Je dois juste trouver quoi. Un jour, pendant que papa et Patricia étaient partis pour un événement, je me suis faufilée dans leur chambre et j'ai cherché la clé de la pièce secrète. La voilà. Elle était cachée dans une vieille boîte à bijoux. Et waouh, cet endroit était plein de photos, de DVD et de trucs. J'ai trouvé un album intitulé Famille heureuse. Et il y avait tant de photos de papa et Patricia avec une jolie petite fille. Il y avait une photo de cette petite fille à 10 ans et au dos, il était écrit « 15 décembre 2014. Joyeux anniversaire, notre jolie chérie. Reste belle, Carole. » Carole ? L'année de naissance. Les yeux verts. Ça pourrait être. C'est ça. La petite fille était Carole, la bonne. Peut-être que la puberté a changé son apparence et qu'elle n'est plus aussi jolie, mais je pouvais encore voir certains de ses anciens traits. Donc Carole était la jeune fille précédente, et aussi la pauvre fille dont Patricia a parlé. C'est logique, puisque Patricia interagissait plus avec elle qu'avec les autres servantes. J'ai même remarqué une fois qu'elle aidait Carole à faire la vaisselle. J'étais encore bouleversée par le secret que je venais de découvrir, quand j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de papa s'arrêter dans l'allée. Paniquée, j'ai pris cette photo et j'ai couru hors de là. Je devais quitter cet endroit. Sinon, je deviendrais une autre Carole. J'ai continué à courir. Mais alors, je suis tombée directement sur Patricia. Oh non. S'il te plaît, laisse-moi partir, je ne veux plus vivre comme ça, s'il te plaît. Patricia a arraché la photo de ma main, puis a pris mon poignet et m'a traînée avec elle. Laisse-moi partir. Monte dans la voiture. Où veux-tu aller? À la maison de mes parents adoptifs. Sur le chemin, Patricia m'a tout raconté. Elle était autrefois une actrice célèbre qui a rencontré puis est tombée amoureuse de Gabriel. Au début, cela ne la dérangeait pas de se conformer à ses critères de beauté. Mais elle a ensuite réalisé que la façon dont il la faisait agir et s'habiller était entièrement basée sur sa défunte épouse. Elle a pensé qu'avoir un enfant le changerait. Alors, ils ont adopté Carole. Elle était très belle quand elle était petite. Alors, ils l'ont gâtée et l'ont emmenée partout pour se vanter. Mais quand elle a grandi, son apparence a commencé à se ternir, alors Gabriel en a fait leur bonne. Mon père avait besoin d'une jolie fille pour la remplacer, pour être sa propre muse. Alors il a décidé d'en trouver une autre. La vérité, c'est qu'il n'avait pas de fille perdue depuis longtemps. À la place, il a engagé un détective privé pour chercher des cas d'enfants disparus non résolus. Et il m'a découvert. Oh mon Dieu! Incroyable! Maintenant, Patricia, elle aussi, était épuisée de vivre cette vie, avec un homme qui était toujours épris de sa femme morte. Elle se sentait mal pour Carole et pour moi aussi. Alors, ok, il s'avère que Patricia n'était pas aussi mauvaise que je le pensais. Au contraire, elle était plutôt à plaindre. Nous sommes désolés de t'avoir laissé emménager dans cette maison. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette situation, mais je voulais que tu sois heureuse sans souci d'argent, alors nous t'avons laissé partir. Nous aurions dû comprendre. Nous sommes vraiment désolés. Je suis désolée de ne pas avoir été capable d'arrêter Gabriel. Il est allé trop loin. Je sanglotais dans les bras de ma mère quand j'ai vu Gabriel. Il est entré en trombe et m'a entraînée. Celle-là est à moi, alors elle vient avec moi. Tu ne peux pas l'acheter comme ça, c'est ma fille. À ce moment-là, ma sœur Anna est rentrée de l'école. Les yeux de Gabriel se sont illuminés quand il l'a vue. Puis il s'est immédiatement précipité vers elle et lui a attrapé le bras. Ha ha ha, alors je vais prendre celle-là. Pas très jolie, mais je peux en faire quelque chose. Nous avons tous foncé vers lui et avons libéré Anna de son emprise. Gabriel semblait affolé et refusait de partir. Mes parents ont dû littéralement le pousser hors de la maison, puis appeler la police. Alors, et maintenant ? Eh bien, au début, j'étais plutôt en colère contre mes parents pour m'avoir laissé partir si facilement. Mais je suppose qu'ils voulaient que je n'ai pas de problème d'argent ou autre. Donc, je leur ai pardonné. Et nous vivons maintenant une vie modeste mais heureuse en gérant le restaurant. Carole et sa mère nous rendent visite parfois. Elles ont quitté le manoir de Gabriel et semblent beaucoup plus heureuses maintenant. Quant à Gabriel, pour autant que je sache, il est toujours à la recherche de la beauté parfaite pour remplacer sa femme décédée. Il y a une partie de moi qui est un peu désolée pour lui. Mais heureusement, il ne peut pas s'approcher de moi ou de ma famille, car nous avons une ordonnance restrictive contre lui. En y repensant, je réalise maintenant que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. D'accord, nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous avons la gentillesse, l'amour et le bonheur. Et croyez-moi, ces choses sont bien plus importantes que des sacs pleins d'argent. Je marchais tranquillement dans le couloir en m'occupant de mes affaires, quand j'ai senti une brise froide traverser le couloir. J'ai tourné la tête pour voir,
Et oh, c'était Natacha. Bouh. Je ne voulais pas la regarder dans les yeux, mais je l'ai fait. Oh non, allait-elle me frapper? Paniqué, j'ai rapidement baissé les yeux vers mes pieds. Mon cœur battait la chamade. Et dans ma tête, je répétais « S'il te plaît, ne me fais pas de mal ». Mais à mon grand soulagement, elle m'a juste dépassé. Ouf. Bonjour, je suis Marcus, et vous devez vous demander pourquoi j'ai si peur de cette fille, n'est-ce pas? Eh bien, son surnom est silencieusement mortel, pour une raison. C'est la fille la plus grande de l'école. Elle est intimidante, et elle ne me dit jamais un mot. L'école déborde de rumeurs à son sujet, comme le fait que le dernier élève qui l'a embêté a fini aux soins intensifs. Personne, et je dis bien, personne ne devrait jamais la regarder dans les yeux, sauf s'il voulait finir inconscient. J'avais vraiment eu de la chance aujourd'hui. Heureusement, toutes les filles de mon école n'étaient pas aussi terrifiantes que Natacha. Pas du tout, il y avait cette fille vraiment mignonne appelée Naomi. Elle est belle, douce et gentille. Seulement, elle est aussi super populaire et sort avec Nicolas, le capitaine de l'équipe de basket. Donc j'ai gardé mes sentiments pour moi et j'ai continué ma vie. Mais attendez, où est mon carnet? Je l'ai peut-être laissé dans le laboratoire de sciences. Je m'y suis précipité. Oh non, Nicolas était là et il lisait mon carnet. Je l'ai immédiatement récupéré mais c'était trop tard. Il avait déjà pris des photos de la chanson que j'ai écrite sur mes sentiments pour Naomi. Mince. Donc laisse-moi résumer. Un nerd comme toi ose rêver de Naomi? Mais nous avons un problème ici, c'est ma petite amie. Ne le savais-tu pas? Attends, c'est pas ça. Mais je vais rester loin d'elle, je te le promets. Nicolas m'a lancé un regard inquiétant. Ah, rien de bon ne peut sortir d'un tel regard. Je me suis préparé à ce qu'il allait faire ensuite. Tu dois faire tout ce que je te dis, sinon je vais ruiner ta vie. Oh, était-il sérieux? En juger par son sourire sournois, ouais, il était sérieux à 100%. Je veux que tu demandes à Natacha de sortir avec toi. Assure-toi de le faire devant toute la classe. Quoi? Natacha? Cette fille effrayante? Comment pourrais-je? Si tu dis non, toute l'école sera au courant. Puis il a agité son téléphone devant moi. Ah, ce vilain Nicolas. Mais je ne voulais pas que ma chanson soit envoyée à tout le monde. Donc il semblait que je n'avais pas le choix. Alors le jour suivant, je suis allé vers le bureau de Natacha et je lui ai demandé « Natacha, veux-tu être ma petite amie ?» Toute la classe était silencieuse, puis ils ont éclaté de rire. Elle m'a regardé fixement. Ah, ce n'était pas bon. J'ai grimacé me préparant à recevoir le coup fatal. Mais au lieu de cela, elle m'a conduit dans un coin du couloir, puis elle m'a fait un faible sourire suivi d'un signe de tête. Oh mon Dieu, elle vient d'accepter d'être ma petite amie? Et c'est fou, c'était complètement au-delà de mes attentes, mais... Ah, au moins j'étais encore en vie, n'est-ce pas? J'ai donc fini par sortir avec la fille la plus effrayante de l'école. Elle ne m'a jamais parlé, pas même un mot. Donc je l'ai juste aidé dans ses études et porté ses affaires. Nous avons aussi échangé nos numéros, mais nous ne parlions que par message. Et puis un jour, alors que je devais déjeuner avec Natacha, Nicolas s'est approché de moi et m'a dit que je devais l'emmener au cinéma pour voir cette affreuse comédie romantique qui ne semblait pas être son truc. Mais quel autre choix avais-je? Les mots de Nicolas étaient des ordres. Je lui ai demandé pendant le déjeuner. Et à ma grande surprise, Natacha a souri et m'a donné son accord en levant le pouce. Quand je suis allé chercher Natacha, elle m'attendait déjà sous son Porsche. Elle s'est approchée avec un bloc-notes. Curieux, je lui ai demandé pourquoi elle l'avait et elle a écrit « Je pourrais pas t'envoyer de texto pendant le film, alors ça fera l'affaire. » Ouais, Natacha a toujours été différente des autres, alors je n'ai pas demandé plus. Pendant le film, j'ai remarqué que Natacha pleurait. Alors, quand nous prenions du déjeuner, je l'ai taquinée. « Je t'ai vu pleurer pendant le film. » Elle a claqué son bloc-notes sur la table après avoir écrit « Je ne pleurais pas !» J'ai juste rigolé et je l'ai emmenée chez elle. Peut-être qu'elle n'était pas aussi effrayante comme les rumeurs. Pour être honnête, elle était aussi mignonne. Plus je passais du temps avec Natacha, plus je commençais à l'apprécier. J'aimais bien quelque chose chez elle, même si nous ne communions que par le biais du post-it. Je voulais absolument entendre sa voix, alors j'ai élaboré un plan. Pendant notre rendez-vous d'études de la bibliothèque, j'ai ramassé un vieux livre et j'ai soufflé la poussière sur son visage. Elle a failli éternuer, mais avant de le faire, elle a mis sa main sur sa bouche et a couru dans les toilettes des filles. Puis elle est revenue en portant un masque. Après cela, j'ai essayé de la faire rire. J'ai rapidement pris 2 crayons sur la table et les ai fourrés dans mon nez, et j'ai commencé à faire des vilaines grimaces. Mais Natacha m'a juste regardé fixement et m'a tendu une note. Si tu continues à faire des choses ridicules, je me vengerai. Ah, pas question que j'abandonne. Le jour suivant, quand je l'ai vue près de son casier, je me suis précipité vers elle et j'ai commencé à imiter la voix des mignons. Je pensais que ça marcherait cette fois. Mais non, elle m'a donné un coup de poing dans les bras. Aïe! Oui, j'ai appris que la rumeur sur sa force inhumaine n'était pas exagérée. J'ai donc abandonné notre relation à continuer. Puis un week-end, alors que j'étais chez Natacha pour étudier, je suis allé à la cuisine pour prendre un verre.
juste au moment où sa mère revenait de l'épicerie. Pendant que je l'aidais, nous avons commencé à bavarder. Elle m'a parlé de l'amour de Natacha pour la collection d'objets d'art en verre, dont les pièces remplissaient la maison. Puis sa mère m'a touché l'épaule et m'a remercié d'avoir rendu sa fille heureuse à nouveau. Oh, c'était gênant, mais maintenant je me sens très mal. Pour changer de sujet, j'ai demandé si Natacha parlait à la maison, mais elle a simplement souri et répondu « Natacha est une enfant si calme, n'est-ce pas ?» Puis elle m'a dit que c'est parce que Natacha a toujours été plus grande que les autres enfants, mais qu'elle a une voix grinçante. Cela a engendré des taquineries. Une fois, elle s'est tellement énervée qu'elle a poussé un garçon et l'a fait accidentellement saigner du nez. Depuis, les gens ont commencé à la fuir, alors elle s'est isolée et est restée silencieuse. Cette histoire m'a fait me sentir coupable. Ce que je faisais était mal et Natacha ne méritait pas ça. Puis sa mère a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué. Au collège, une fille nommée Naomi était horrible avec tout le monde. Natacha a refusé d'aller à l'école pendant des semaines à cause de ses commentaires méchants. Naomi, la même Naomi que je connais? Pas possible. Confus, j'ai dit à la mère de Natacha que je devais partir et j'ai laissé avec un air ahuri en sortant de là. Mon esprit était en pagaille. J'avais le béguin pour une méchante fille. Et je suis juste aussi mauvais, même pire après ce que j'ai fait à Natacha. Puis mon téléphone a sonné avec un texte de Natacha disant « Désolé si ma mère a dit quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Tu vas bien ?» Je lui ai répondu « On doit parler demain s'il te plaît. » Nous avons donc décidé de nous rencontrer chez elle le lendemain. Seul dans son salon, je lui ai tout dit, y compris mon carnet. Et j'aimais Naomi et comment Nicolas me faisait chanter. « Natacha, s'il te plaît, tu dois me croire, je suis désolé de t'avoir fait ça. » J'ai vu le regard blessé dans ses yeux. Puis elle m'a jeté un mot et a couru dans sa chambre. La note me disait de sortir. Mais avant de le faire, je me tenais de l'autre côté de sa porte. Je ne souhaite pas que tu me pardonnes, mais je ne pouvais pas continuer ce mensonge. Écoute, je t'aime bien et je ne veux plus te décevoir. Après ça, je suis parti et j'ai envoyé un texto à Nicolas disant que je m'en fichais s'il disait tout à tout le monde. J'en ai fini d'être sa marionnette. Le lendemain, je m'attendais à ce que l'école soit intenable. Mais au contraire, il ne s'est rien passé. Au lieu de cela, pendant que Natacha essayait de trier son casier, une foule s'était rassemblée autour d'elle et Naomi l'a narguée. Qu'est-ce que ça fait de savoir que même ton petit ami m'aime plus? Il ne t'aime pas. Natacha a continué à trier ses livres, mais je pouvais voir qu'elle retenait ses larmes. Furieux, je les ai tous écartés et j'ai dit à Naomi d'arrêter. Elle m'a répondu en plaisantant. Tu sais, si tu voulais sortir avec moi, tu n'avais qu'à demander. Tu n'avais pas passé tant de mois à souffrir avec cette épouvante géante. Tu as raison, je t'aimais bien quand je pensais que tu étais quelqu'un de bien. Mais je connais ton vrai visage. Tu es une lâche qui ne se sent bien que lorsqu'elle emporte la misère de quelqu'un. Et je peux voir pourquoi tu cibles Natacha le plus, car elle a deux choses que tu n'auras jamais. Un vrai bon cœur et un esprit aimant. Après cela, je l'ai éloignée de Natacha et je lui ai dit combien je suis désolé. Mais elle ne m'a même pas regardé et elle est partie. Quelques jours plus tard, après le cours de PS, j'allais au vestiaire quand un camarade de classe, Dante, est venu me voir. « Marcus, aide-moi à porter le matériel de sport dans la salle de stockage. J'ai mal au ventre. » Il a serré son estomac puis s'est vite enfui. Sans trop réfléchir, j'ai emballé l'équipement et je l'ai porté dans la salle de stockage. Dès que je l'ai posé, j'ai réalisé que Nicolas, Naomi et quelques gars de l'équipe de basket m'attendaient là. « Oh wow Marcus, tu aimes vraiment cette Natacha? Bizarre, je ne l'ai pas vu venir. » Et tout le groupe a éclaté de rire. « Tu n'as pas le droit de dire ça d'elle. Regarde-toi un peu. Waouh, est-ce que tu la défends ?» Puis elle s'est tournée vers Nicolas. « Bébé, montre-lui qui est le patron ici. » Puis elle a sorti son téléphone et a commencé à filmer. Nicolas a souri, puis il a attrapé le col de ma chemise d'une main et a tendu son poing vers moi avec l'autre. J'ai essayé de me débattre, mais je n'ai pas pu m'en sortir, il était trop fort. Sachant que j'étais condamné, j'ai fermé les yeux et j'ai attendu son coup de poing. Mais soudain, un grand cri a retenti. « Arrête !» J'ai ouvert les yeux pour voir Natacha et un professeur devant la porte. Il s'avère qu'elle a entendu Dante se vanter auprès d'un enfant du plan de Nicolas. Alors elle est venue à mon secours. Je l'ai regardée avec reconnaissance, mais elle a évité mon regard. Nicolas s'est empressé de relâcher mon collier et a menti au professeur que nous avons juste discuté. Mais bien sûr, il ne l'a pas cru et il les a tous convoqués dans la salle du surveillant. Après cet incident, Nicolas, Naomi et l'équipe de basket ont été suspendus de l'école pendant 2 semaines. Ils l'ont bien mérité. Mais qu'importe, j'ai des choses plus importantes en tête, comme reconquérir Natacha. Je savais que son anniversaire approchait et qu'elle aimait l'art du verre. Je lui ai donc acheté une figurine de la pantoufle de verre de Cendrillon, avec un ticket pour le bal de fin d'année et une carte disant « Merci et joyeux anniversaire. Ce que tu as fait ne signifie pas que tu me pardonnes, mais je veux être ton vrai petit ami. Donc je t'ai laissé un ticket pour le bal. Si tu viens danser avec moi, je saurai que tu me donneras une autre chance. Sinon, je saurai que c'est fini. Mais souviens-toi que tu es spécial et que tu mérites le meilleur. » Le soir du bal est arrivé et j'étais coincé là, tout seul me sentant comme un idiot. C'était nul.
Mais après ce que j'avais fait, c'était ce que je méritais. Je ne voulais pas rester ici sans elle, alors j'étais sur le point de partir. Mais alors mon camarade de classe a tapé sur mon épaule et m'a fait signe de me retourner. Oh mon Dieu, c'était Natacha dans la plus belle robe rouge écarlate. Elle s'est approchée de moi et m'a tendu la main pour me demander de danser. Et bien sûr, j'ai accepté. À la fin de la chanson, elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré « Merci mon héros ». Je peux affirmer que c'était la plus belle nuit de ma vie, car j'avais le meilleur petit ami du monde. Oh, et sa voix est en fait vraiment mignonne, bien qu'elle s'énerve contre moi quand je lui dis ça. J'ai fermé les yeux et pris une profonde inspiration. Mon Dieu, j'étais si nerveuse. Vous voyez, c'était mon premier jour en tant que stagiaire dans cette super grande entreprise. D'un côté, l'anxiété ne cessait de me gagner, mais d'un autre, j'avais hâte de commencer à travailler dans ce bureau chic et professionnel. Avoir mon propre bureau, mon propre ordinateur, faire toute la paperasse. Ah, tellement excitant. Mais bon, ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Tout ce que j'ai fait le premier jour, c'est faire beaucoup de café, préparer le déjeuner de tout le monde et faire des impressions sans fin. J'ai oublié de vous présenter mon équipe. Celle-là, c'est Queen, notre chef d'équipe. Et la fille là-bas, c'est Sadie. Le gars assis dans le coin, c'est Bob. Et je suis l'adorable Laura. Puis, alors que j'apportais encore un café et un gâteau à chacun d'entre eux pour mieux les connaître, le manager Christian est venu dans notre département et a commencé à crier après Queen. « Pourquoi n'ai-je toujours pas reçu le rapport sur le projet en cours ?»« Désolé, patron, nous sommes un peu à court de ressources. »« À court de ressources, hein ? Alors pourquoi à chaque fois que je passe par là, je vois la stagiaire faire des choses sans intérêt ? Je ne l'ai pas engagée pour vous servir. Est-ce clair ?» Puis Christian m'a regardé et a dit « Toi, la stagiaire, dans mon bureau. » J'ai suivi Christian dans son bureau en me sentant très anxieuse. Ai-je fait quelque chose de mal ? Puis soudainement, Christian m'a enlacée par derrière. J'étais tellement effrayée que je l'ai immédiatement repoussé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu ne peux pas faire ça ici !» Désolée. Juste le fait de te voir ici me rend si heureux. Mais c'est quoi ce visage tendu ? Oh, je t'ai jamais vu crier après quelqu'un, donc c'était un peu effrayant. Ça ? Oh, ce n'est rien. Vous vous demandez pourquoi mon manager me faisait un câlin ? Eh bien, en fait, Christian est mon petit ami. Vous voyez, j'étais dans mon dernier semestre à l'université. Je lui ai dit que je voulais faire un stage parce que ce serait bien pour moi. Alors il a insisté que je le fasse dans son entreprise. Au début, je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Je veux dire, les couples qui travaillent ensemble ne restent pas ensemble, non ? Mais il a réussi à me convaincre du contraire. Alors me voilà. Malgré tout, je ne voulais pas que quiconque au bureau soit au courant de notre relation. Donc, je ne l'ai pas laissé me conduire au travail et déjeuner ensemble, et aussi une des choses interdites. Christian n'a fait aucun commentaire. Il a probablement compris pourquoi c'était nécessaire. Mais un jour, à la fin de la réunion avec notre département, Christian était en train de sortir de la salle de réunion quand il s'est soudainement arrêté, s'est retourné et a dit devant tout le monde « Oh, au fait, je veux juste que vous sachiez que Laura est ma petite amie. Ok ? Bye. » « Oh mon Dieu ! Pourquoi diable a-t-il fait ça ?» Tout le monde s'est immédiatement retourné et m'a regardé avec des expressions choquées. Et moi, eh bien, j'avais juste envie de glisser sur la chaise et de me cacher sous la table. Je suis entrée en trombe dans le bureau de Christian et j'ai demandé une explication. Hier, j'ai déjeuné avec un manager d'un autre département. Il m'a dit qu'il t'aime bien et qu'il voulait t'inviter à sortir. Donc, j'ai pensé que c'était mieux d'informer tout le monde que t'es ma copine. Ai-je raison ? Quoi ? Ah, non ! Les hommes et leurs égos débiles. Ah ! Bref, j'espérais que ça ne changerait rien. Mais comme je le craignais, ça l'a fait. Énormément. Dès qu'on a découvert que j'étais la copine de Christian, on a commencé à me traiter différemment. Chaque fois que j'entrais dans une pièce, ils arrêtaient tout de suite de bavarder et me jetaient des regards gênants. Ou, après le travail, ils sortaient boire un verre mais faisaient exprès de ne pas m'inviter. C'est nul d'être mise à l'écart comme ça. Puis un jour, c'est devenu bien pire. Je suis arrivée au bureau très tôt, car je devais envoyer un mail avant 9h. Mais mon PC ne s'allumait pas, alors je me suis mise sous la table et j'essayais de voir si un câble était débranché. Juste à ce moment-là, Bob et Sadie sont entrés dans le bureau en bavardant. Il est clair que Laura n'a obtenu ce stage que parce qu'elle est la copine de Christian. Et t'as vu ses vêtements ? Que des marques chères. Eh bien, avoir un copain qui est le directeur d'une grande entreprise doit être extra.
Quoi? Je n'accepte jamais de cadeaux chers de Christian. Ils sont tous de moi. Puis pendant le travail, j'ai accidentellement jeté un coup d'œil sur l'écran de Quinn. Et j'ai vu qu'il parlait de moi dans une discussion de groupe. Le fait que je n'ai pas à faire le sale boulot juste parce que mon petit ami est le manager. Ah, entendre et lire tous ces commentaires méchants m'a poussé à me sentir vraiment frustrée. Je n'étais donc pas d'humeur à travailler toute la matinée. L'après-midi, nous avons eu une réunion sur le projet sur lequel nous travaillions tous, et Christian m'a demandé de lui remettre le rapport. Oh mince, j'avais complètement oublié de le faire. Désolée, j'ai pas encore écrit le rapport. Puis-je te demander pourquoi? Et qu'est-ce que t'as fait toute la matinée? Pour le bien de notre équipe, concentre-toi. Nous ne pouvons pas gâcher ce projet. J'ai juste beaucoup de problèmes, d'accord? Les stagiaires sont des humains aussi. Bon sang, je vais vous envoyer le rapport d'ici la fin de la journée. Tout le monde m'a jeté des regards ahuris. Surtout Christian. Mais attendez, je vois certains d'entre eux sourire. Ces sourires étaient-ils pour moi? Après la réunion, tout le monde s'est rassemblé autour de moi, m'a tapé sur l'épaule et m'a félicité d'avoir tenu tête à Christian. Pour être honnête, ça faisait du bien d'être remarqué et pas ridiculisé. Donc, peut-être qu'il y avait encore une chance que je puisse les convaincre, non? Le lendemain, à midi, Christian est passé au département pour déjeuner avec moi, mais je lui ai dit devant tout le monde que je voulais déjeuner avec l'équipe. Il avait l'air confus, mais a quand même dû accepter. Le déjeuner avec toute l'équipe était génial. Sauf pour une chose. Il n'arrêtait pas de me poser des questions sur Christian, comme « Comment est-il en dehors du bureau? Pourquoi est-il toujours si strict et grincheux ?» J'ai remarqué qu'ils aimaient parler de Christian. Alors je leur ai dit « Oh, Christian est un super petit ami. Il est très attentif et c'est un excellent cuisinier. » Mais il n'était pas intéressé par ça. Oh non, il ne s'intéressait qu'à ses mauvaises habitudes. Ah, bien. Donc, je leur ai donné ce qu'ils voulaient. Eh bien, je n'aime pas qu'il soit toujours parfaitement à l'heure. J'ai 1 minute de retard et il me fait la morale sur le fait que le temps est précieux et à ne pas gaspiller. Ça a tout de suite attiré l'attention de tout le monde. Ils ont vraiment aimé ça, hein? Je me sentais un peu coupable, mais je pouvais pas nier que c'était agréable. Ce sentiment que tout le monde commençait à m'apprécier. Et ce serait seulement pour cette fois, n'est-ce pas? Eh bien, comme j'avais tort, à chaque fois que notre équipe sortait, il faisait des commérages sur Christian et me fixait jusqu'à ce que je dise du mal de mon petit ami. Encore une fois. Mais pour moi, Christian est l'homme parfait. Il a juste quelques petits défauts, mais rien de sérieux. Donc, j'ai décidé d'inventer des trucs. Il parle en dormant et ne se brosse jamais les dents avant de dormir. Et il rôde beaucoup à la maison. Je détestais ça. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Plus je leur disais des choses horribles sur Christian, plus ils semblaient m'apprécier. Puis, un jour, Christian a invité quelques managers à son appartement pour boire de la bière. Soudain, un type a pointé du doigt la bière de Christian et lui a demandé s'il devait boire ça vu son problème de gaz. Oh non! Puis ce type a dit à Christian, l'air confus, que tout le monde au bureau faisait des commérages sur lui. Heureusement, il a juste haussé les épaules et a dit qu'il ne voulait pas entendre de ragots inutiles. Ouf, je l'ai échappé belle. Mais ensuite, quelque chose de terrible est arrivé. Certaines de mes fausses rumeurs sont arrivées aux oreilles de Monsieur Smith, le directeur général. Je suis passée devant le bureau de Christian et j'ai entendu Monsieur Smith lui crier dessus, disant qu'il devait démissionner de son poste de manager, car selon la rumeur, il poussait les autres employés qui n'étaient pas d'accord avec lui à démissionner. Oh non! J'ai fait exprès d'inventer ça pour que les autres aient peur de lui et arrêtent de parler de lui. Tout est de ma faute. Donc, dès que Monsieur Smith est sorti du bureau de Christian, j'ai couru après lui et lui ai dit « S'il vous plaît, attendez, je peux vous expliquer. » Que voulez-vous dire? J'ai pris une profonde inspiration pour me calmer, puis j'ai commencé à lui expliquer que c'était moi qui avais répandu cette rumeur et que c'était 100% faux. Ne le forcez pas à démissionner. C'est entièrement de ma faute. Oh, chérie, pourquoi tu fais ça? Je suis désolée, papa. J'étais stupide et j'ai agi comme une enfant. D'accord, mais tu dois savoir que je suis déçue, Laura. Je parlerai à Christian plus tard. J'espère que tu as appris ta leçon cette fois et que tu ne referas plus jamais ça. Compris? Oui, papa. Puis il est parti. J'ai laissé échapper un soupir de soulagement quand soudain... Papa? T'appelles Monsieur Smith papa? Oh non! Je n'avais pas remarqué que Christian était derrière nous. Eh bien, la vérité a finalement été révélée. Comme vous pouvez le voir, Monsieur Smith, le directeur général de l'entreprise, est mon père. Mais personne, pas même Christian, ne le savait. Puis Christian a continué.
Pourquoi ne m'as-tu pas dit que M. Smith est ton père? Et pourquoi as-tu répandu cette horrible rumeur sur moi? Pourquoi m'as-tu fait ça? Est-ce que j'ai l'air d'un idiot? Il était tellement en colère qu'il était sur le point de partir. J'ai rapidement pris sa main et j'ai commencé à lui expliquer. Je ne t'ai pas dit que M. Smith est mon père parce que j'avais peur que tu te sentes sous pression et que tu ne veuilles plus être avec moi. Christian n'a rien dit. Il est resté là, silencieux. Alors j'ai continué. À propos de la rumeur, je suis vraiment désolée. J'ai fait une erreur. Mais s'il te plaît, tu dois comprendre. Dès que tout le monde a su que j'étais ta copine, ils ont commencé à faire des commérages sur moi et à m'éviter. Je me suis sentie si blessée et seule alors que tout ce que je voulais, c'était m'intégrer. Jusqu'à cette fois où tout le monde m'a reparlé alors que je m'étais involontairement plainte de toi. Et ils m'ont traitée comme une amie après ça. Mais ils sont toujours avides de ragots sur toi. Alors j'ai dû en inventer. Et j'ai fini par perdre le contrôle. Je suis vraiment désolée. Christian a laissé échapper un soupir puis m'a serré dans ses bras. Je suis désolée de ce qui t'est arrivé au bureau. Je savais pas tes difficultés. La prochaine fois, tu devrais me le dire. Ne cache pas ce genre de choses, d'accord? J'ai hoché la tête avec un sourire et j'ai remercié silencieusement mon généreux petit ami. Pourtant, j'ai failli ruiner sa carrière juste pour faire plaisir à mes collègues bavards. Mais heureusement, les choses ont bien tourné pour nous à la fin. Les gens ont fini par découvrir que M. Smith était mon père, car, les yeux et les oreilles étaient partout dans cette entreprise, on ne peut rien cacher. Puis ils ont commencé à dire que Christian ne sortait avec moi qu'en raison de son poste de manager. Ah, ils ne s'arrêteront jamais, n'est-ce pas? Mais de toute façon, j'en avais plus rien à faire. Mon stage s'était rapidement terminé et j'ai décidé de ne pas revenir dans cette entreprise, évidemment. Je trouverai un environnement plus approprié. Mais en fait, le temps que j'ai passé là-bas m'a appris une leçon importante. Ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous et rester à l'écart de tous ces dramas de bureau. C'est tellement épuisant. Non! Maintenant, prenez votre sale argent et quittez mon navire! Ce n'était vraiment pas notre jour. C'était déjà le 5e gars à nous rejeter. Personne ne semblait vouloir se rendre sur cette île. Oh, salut, je suis Juliette. Cela fait déjà 2 ans que mon père s'est étrangement volatilisé lors d'un voyage d'affaires. Il a juste disparu. Mais même quand les autorités ont confirmé qu'il était décédé, je ne pouvais pas me débarrasser de l'idée qu'il était toujours vivant quelque part. Alors, j'ai continué à le chercher depuis. En fait, il y a quelques jours, j'ai trouvé une piste. Vous voyez, j'étudie à l'Institut archéologique, où j'ai trouvé par hasard une ancienne carte d'un trésor caché sur une île déserte. Ça a l'air fou, n'est-ce pas? Eh bien, ça devient encore plus fou. Juste à l'endroit exact où le trésor était indiqué sur la carte, se trouvait le symbole d'une hirondelle, l'hirondelle typique de mon père. Et ses initiales RC étaient écrites là aussi. Cela pourrait-il être? Il n'y avait pas de temps à perdre. C'est ainsi que j'ai atterri ici, dans un village de pêcheurs près de cette île avec ma meilleure amie Leila. Elle m'a accompagnée parce qu'elle était inquiète que je parte seule, ce qui est gentil de sa part. Vous voyez, il y avait une rumeur parmi les locaux que cette île était maudite. Apparemment, tous ceux qui ont osé s'y aventurer ont disparu sans laisser de traces. C'est pourquoi on l'appelle l'île perdue. Mais il y avait un navire qui en était revenu intact, celui du capitaine Jacques Boucher. À son retour, il a raconté aux habitants qu'autour de l'île perdue se trouvaient des récifs au courant ultra rapide. Alors la plupart des navires ont fait naufrage. Les âmes de ceux qui y sont morts sont restées piégées des années durant et sont devenues de méchants esprits qui gardent l'île contre les étrangers. Mais heureusement pour Jacques Boucher, il y avait un joyau de la déesse Amphitrite pour le protéger de toutes les tempêtes en mer. Et ça a marché. Bref, Leila et moi avons décidé qu'il était l'homme de la situation, alors on est allé au pub local pour le trouver. « Donne-moi un autre rum and coke, allez !» dit-il entre 2 hoquets. L'homme était déjà ivre. Je lui ai alors demandé s'il pouvait nous emmener sur l'île, mais le barman est intervenu. « Oh, allons, seuls les fous osent s'approcher de l'île perdue. » Mais n'est-il pas sans danger d'y aller avec Jacques Boucher? J'ai entendu dire qu'il est protégé par une déesse ou quelque chose. « C'est vrai !» Jacques Boucher a soudainement élevé la voix. « Mais le joyau ne fonctionne que lorsque vous êtes en mer. Entrer sur cette île est une autre histoire. De plus, les esprits qui gardent cette île sont terrifiants. Je ne suis pas assez fou pour y retourner. Donc la réponse est non. » Mais je n'étais pas prête à abandonner. « Combien tu veux ?»« 50 000 $ et je vous y emmène. » Il a rigolé. Ces mots nous ont laissés abasourdis. « Rentrons à la maison. C'est une perte de temps. C'est évident qu'il essaye de nous voler notre argent. 50 000 $? Où diable allons-nous trouver cette somme d'argent?
Mais je suis si proche de mon père maintenant, je peux le sentir. Je ne peux pas abandonner à mi-chemin. Soudain, j'ai eu une idée. En fait, nous voulions aller sur l'île pour trouver un ancien trésor qui vaut bien plus que 50 000 $. Si vous nous emmenez, nous partagerons le trésor. Qu'en dites-vous? Ah, comment je peux savoir si tu ne bluffes pas? A-t-il dit. Alors je lui ai montré la carte. Ça lui a pris quelques minutes, mais finalement il m'a serré la main et le marché était conclu. Puis il a dit que nous devions partir le plus vite possible, sinon d'autres personnes essaieraient de nous devancer pour le trésor. Donc, tôt le lendemain, nous sommes montés à bord de son navire, le Sirène. Et je ne vais pas mentir, nous étions toutes les deux assez effrayées. Les autres marins étaient assez coriaces, et seul l'un d'entre eux s'est distingué en nous souriant joyeusement. Il s'est ensuite approché et a proposé de porter nos bagages. Il était si gentil comparé aux autres. Qu'est-ce qui est si drôle? Je m'appelle Simon au fait. Oh, rien, c'est juste que tu n'as pas vraiment l'air d'être à ta place ici. Eh bien, je n'ai pas vraiment le choix. Mon père est le capitaine. Il est son fils? Mais il ne ressemblait en rien à Jacques Boucher. Il pouvait clairement voir que j'étais surprise, car il a dit « Tout le monde réagit comme ça. C'est vrai, je ne lui ressemble pas beaucoup, n'est-ce pas ?» Je me suis retournée, réalisant que Leila était juste là à nous attendre. Elle avait un sourire en coin et n'arrêtait pas de me taquiner pendant que Simon nous conduisait à notre chambre. « Depuis quand ton genre d'homme est devenu les marins ?» J'ai juste secoué la tête en riant. C'est vrai qu'il était plutôt mignon, mais ce n'était pas le but du voyage. Nous nous sommes installés, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir du tout. J'ai décidé de monter sur le pont pour contempler les étoiles. C'était étrangement calme là-bas. Mais soudain, j'ai entendu un bruit venant de l'autre côté du bateau. Je suis rapidement allée voir et j'ai trouvé Simon appuyé sur la balustrade. Il a probablement du mal à s'endormir lui aussi. Nous avons donc fini par bavarder toute la nuit et je lui ai dit pourquoi je devais me rendre à l'île perdue. Il m'a regardé dans les yeux et m'a dit « Je suis sûre que tu vas retrouver ton père. Je sais que tu peux le faire. » Il avait l'air si sincère et chaleureux que mon cœur a fait un bond. Le lendemain, à midi, nous avons atteint l'île et elle était aussi terrifiante que Jacques Boucher l'avait dit. Des rangées de rochers déchiquetés émergeaient de la mer, et les vagues s'écrasaient si fort que j'ai cru que nous allions faire naufrage en une seconde. Le bateau était secoué si violemment, je ne pensais vraiment pas qu'on s'en sortirait. Mais nous avons réussi. Après avoir failli heurter les rochers à plusieurs reprises, nous avons fini par nous en sortir, et je n'ai jamais été aussi heureuse de voir la terre ferme. Cependant, il y avait encore beaucoup de difficultés à surmonter. La première nuit sur l'île, je dormais dans ma tente quand un bruit de pas venant de l'extérieur m'a réveillée. J'ai rapidement ouvert la fermeture pour voir qui était là, et c'est alors que j'ai vu une silhouette sombre se précipiter dans les buissons. J'ai eu tellement peur que j'ai crié et réveillé tout le monde. Après vérification, nous avons réalisé que tous nos sacs et la nourriture que nous avions laissés dehors avaient été volés. Peut-être que les fantômes de cette île maudite essayent de nous faire fuir. J'ai senti Leila frissonner à côté de moi, tandis que je faisais de mon mieux pour avoir l'air sereine. Mais Simon a soudainement pris la parole. Que feraient les fantômes avec de la nourriture? C'était manifestement des hommes. Des singes. Oui, c'était manifestement des singes, pas vrai, fiston? En fait, ils vont probablement revenir. Alors on ferait mieux de garder les yeux ouverts. Pour le reste de la nuit, nous nous sommes relayés pour garder les tentes. Puis, une fois le soleil levé, nous avons remballé notre camp et continué notre voyage à travers la jungle. Juliette, y a-t-il vraiment des fantômes sur cette île? Les fantômes n'existent pas, Leila, j'ai dit. Mais ensuite, je me suis trouvée à crier. Ma jambe droite a glissé et soudain, je suis tombée dans un trou. Heureusement, Simon était à proximité et a attrapé mon bras juste à temps. J'ai rapidement regardé en bas et j'ai vu qu'il y avait des dizaines de pieux en bois aiguisés au fond du trou. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ce n'était pas le seul piège. En traversant l'île, nous avons tous été pris dans un piège à un moment ou à un autre. Des filets ou des pièges en corde. Cette île maudite avait plus d'un tour dans son sac. Heureusement, personne n'a été sérieusement blessé, mais c'était quand même totalement flippant. Cette nuit-là, je me suis dirigée vers la tente de Simon pour le remercier de m'avoir sauvée, et dès qu'il m'a vue, il m'a attirée dans un coin caché et m'a dit « Il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas le vrai fils de Jacques Boucher. » Simon! Jacques Boucher a soudainement crié de loin. « Viens ici tout de suite !» Je te parlerai plus tard. Cache cette boussole et ne dis rien à personne. Avant même que je puisse comprendre ce qui se passe, il est parti. Un autre choc m'a frappé quand j'ai vu le symbole de l'hirondelle et les initiales de mon père gravées sur le couvercle. Hein? Comment a-t-il eu ça? Simon connaissait-il mon père?
Un milliard de questions ont envahi mon esprit. Mais à ce moment-là, Simon était déjà parti garder le camping avec son père. Le lendemain matin, après n'avoir pratiquement pas dormi, j'ai décidé que je devais trouver Simon et obtenir des réponses. Alors que je le cherchais, un groupe d'étrangers a débarqué des arbres. Ils ressemblaient à une sorte de peuple de la jungle, avec des cheveux touffus et des barbes et portaient des vêtements en lambeaux. Ils ont entouré notre camp et ont commencé à nous menacer. J'avais tellement peur, je ne pouvais pas bouger un muscle. « Juliette, Leila, courez !» Simon a crié, et j'ai réussi à m'en sortir. J'ai attrapé mon sac et la main de Leila, et j'ai couru après lui et Jack Boucher. Nous avons fini par trouver une grotte, et nous nous y sommes abrités. Elle était cachée au fond des arbres, et nous avons prié pour qu'ils ne nous trouvent pas. Nous ne sommes sortis que lorsque nous étions sûrs qu'ils étaient partis. J'ai demandé si nous devions aller chercher le reste de l'équipage, mais Jack Boucher a ignoré ma question, et n'avait en tête que le trésor. Oh! Il était prêt à laisser son équipage derrière lui. Quel homme froid! Et pourtant, je n'avais pas d'autre choix que de continuer les recherches. Je ne pouvais pas risquer de me faire attraper par ces barbares. Je devais retrouver mon père. Donc j'ai sorti la carte à contre-cœur et nous avons suivi les indications. Elle nous a conduits à un temple de pierre au milieu de l'île. Un par un, nous sommes entrés et avons pénétré profondément à l'intérieur. Soudain, Jack Boucher a crié. Une flèche l'a frôlé, marquant de peu sa joue. Terrifié, il est devenu pâle, en se serrant la poitrine. « Il vaut mieux que votre trésor mérite tout ça. Sinon… » Nous avons continué et avons vu une porte. « Il est là! Le trésor est derrière cette porte !» Jack Boucher a couru en avant, se jetant contre la porte. Sa patience était définitivement à bout. Pendant qu'il s'efforçait d'ouvrir la porte, je regardais autour de moi pour trouver d'autres indices sur mon père. Soudain, je me suis retournée pour voir Jack Boucher tomber à genoux. Il avait réussi à ouvrir la porte, mais à l'intérieur, il n'y avait qu'une pièce pleine de vases poussiéreux, ébréchés et couverts de toiles d'araignée. « Vous m'avez piégé! J'ai risqué ma vie pour venir dans cette île maudite pour rien !» Jack Boucher s'est alors précipité sur moi pour me saisir. J'ai lutté pour m'éloigner de lui. Il me serrait tellement fort le cou que je ne pouvais plus respirer. J'ai regardé Simon en suppliant pour de l'aide, et il a essayé de calmer Jack Boucher. « Oh, tais-toi! Et toi ? Apporte toutes tes affaires par ici, ou ton ami aura de gros problèmes. » Tremblante, Leila a obéi, le suppliant de m'épargner, mais il lui a lancé un regard menaçant tout en resserrant ses bras autour de mon cou. Il a fait signe à Simon de venir chercher ses affaires. « Non, laisse-la partir. »« Oh, petit Simon, as-tu oublié ta maman et ton papa ? Tu ne veux pas qu'ils soient blessés, n'est-ce pas ? J'en ai assez fait pour toi. » De quoi parlaient-ils tous les deux ? Qu'est-ce qui se passe ? Ma tête tournait et manquait d'air. J'ai progressivement perdu conscience et je me suis évanouie. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée sur le bateau, entourée de Leila, Simon et… Papa ? Est-ce que je rêve ? C'est vraiment toi ? Mes yeux étaient brouillés par les larmes. Je me suis précipitée vers mon père et l'ai serré dans mes bras. Puis j'ai découvert ce qui s'était passé. Dès que je me suis évanouie, la horde de barbares a fait une embuscade, a capturé Jack Boucher et nous a tous libérés. Il s'est avéré que ces gens étaient tous des marins, des archéologues et des explorateurs, qui étaient venus sur l'île pour chercher le trésor. En traversant le récif, ils ont été attaqués par un groupe de pirates qui les ont dépouillés de tous leurs biens et possessions, puis ils ont été impitoyablement jetés les mains vides sur l'île. Cet équipage de pirates n'était autre que l'équipage de Jack Boucher. Toutes ces légendes sur l'île, y compris le joyau de l'Amphitrite, ont été inventées par Jack Boucher lui-même, pensant qu'il pourrait dissimuler ses crimes en empêchant les gens de s'approcher de l'île. Waouh! Cet homme était un vrai monstre. Je savais que quelque chose clochait chez lui. Mais heureusement, profitant de la venue des pirates sur l'île, le groupe de victimes a conspiré pour les capturer et se libérer de l'île déserte. Quant à Simon, le pauvre Simon, il avait traversé tellement de choses. Il était en fait l'une des victimes. Il y a 2 ans, lui et ses parents ont également été abandonnés sur l'île. Inquiets que leur fils ne survive pas, ses parents ont supplié Jack Boucher de le laisser faire partie de son équipage. Voyant que Simon était fort et en bonne santé, Jack Boucher a accepté, à une condition, que si jamais il le trahissait, ses parents seraient exécutés. Grâce à Simon, les victimes ont pu survivre jusqu'à ce jour. Chaque fois que le bateau s'approchait de l'île, il mettait de la nourriture et des produits de première nécessité dans un tonneau et le laissait flotter jusqu'au rivage. Plutôt malin. Oh, et ce n'est pas tout. Quand Simon était sur l'île, il avait rencontré mon père. Et ils ont même eu une conversation avant que Simon ne monte à bord pour rejoindre l'équipage.
S'il te plaît, promets-moi que si tu réussis à t'échapper, essaye de trouver ma fille et donne-lui ceci comme un signe que je suis toujours vivant. Je te le promets. » Je n'arrivais pas à y croire. C'était grâce à Simon que j'avais trouvé mon père. Il a souri à moi et à mon père et a dit « Vous voyez, je tiens toujours mes promesses. » Bref, quand le bateau a accosté, les pirates ont été immédiatement arrêtés. Quant aux victimes, elles ont enfin été réunies avec leurs familles. Une année s'est écoulée et honnêtement, tout cela est encore tellement surréaliste pour moi. Mon père et moi avons passé une grande partie de l'année dernière à mettre en place une organisation pour aider les personnes qui avaient été bloquées sur l'île à se réinsérer dans la société. Leila est en train d'écrire un livre sur notre aventure. Et quant à moi et Simon, eh bien, nous sommes officiellement ensemble. Je suppose que l'île n'était pas si mauvaise après tout, n'est-ce pas? Papa, où étais-tu passé? J'étais tellement inquiète. Attends, ne me touche pas. Je suis restée figée sur place, ne comprenant pas pourquoi mon père, autrefois si gentil, était si froid avec moi. Je suis sortie de mon étourdissement et j'ai essayé de l'aider, mais il m'a repoussée. Mes larmes se sont mises à couler et je ne savais pas quoi faire. Puis une autre femme est apparue. Elle l'a rapidement aidé à se relever et m'a souri. « Ne t'inquiète pas, chérie, je vais m'occuper de lui. » Excusez-moi, qui était-elle? Ma mère venait à peine d'être enterrée et papa était déjà passé à autre chose. Je ne pouvais plus regarder ça, alors j'ai rapidement quitté la pièce. Comment les choses ont pu se dégrader aussi vite? Ma vie était si simple et si parfaite. J'avais une famille aimante, j'étais toujours la première à l'école, les gens me complimentaient toujours sur le fait que j'avais hérité de la beauté et de l'intelligence de ma maman et de mon papa. Mais puis un accident de la route est arrivé et a emporté maman. Depuis lors, mon père, poli, bien élevé et aimant, s'est transformé en un ivrogne cruel et morose qui semblait me mépriser. Le lendemain, je suis rentrée de l'école en m'inquiétant de l'état dans lequel serait mon père. Mais, pourquoi l'oncle Alfred était-il devant notre porte? Je l'ai invité à entrer et il y avait papa, affalé sur le canapé, entouré de canettes de bière vides. Dès qu'il nous a vus, il a bafouillé et nous a jeté les canettes à la figure. L'oncle Alfred m'a alors emmené dans un restaurant pour nous parler, et je me suis mise à pleurer en disant à quel point les choses allaient mal à la maison. Il m'a tapoté le bras et m'a dit « Ton père a beaucoup souffert. Je pense que c'est mieux de lui donner du temps pour s'en sortir. Je crois que tu devrais vivre avec nous pour un moment. » C'est ainsi que j'ai fini par vivre avec oncle Alfred, tante Madeleine et ma cousine Charité. Au début, tout semblait aller bien. Même si ça semble mauvais, c'était un soulagement d'être loin de papa et d'être capable pour une fois d'avoir les idées claires. J'étais si reconnaissante à l'oncle Alfred de m'avoir donné un second foyer. Mais ensuite, il est parti en voyage d'affaires. Et tout a changé. Je retournais dans ma chambre quand Charité est apparue de sa porte et m'a fait trébucher. Alors que je chancelais et atterrissais sur mes mains et mes genoux, elle a grogné. « Oui, c'est ça, prosterne-toi devant ta reine, espèce de paysanne hideuse. Tu devrais connaître ta place dans cette maison. » Oh, cette fille était vraiment chiante. Depuis que son père est parti, elle n'arrêtait pas de me tourmenter. C'est ironique que son nom soit Charité, elle n'a pas l'air gentille du tout. J'en avais assez de ces railleries cruelles. Ça devenait personnel, alors j'ai répondu avec colère. « Je sais que t'es jalouse de moi parce que tes notes sont nulles et que tu n'es pas aussi jolie. » Les yeux de Charité se sont mis à briller, puis elle m'a bousculée et a couru vers sa mère. Je l'ai suivie et j'ai expliqué ce qui était arrivé à tante Madeleine. Elle a froncé les sourcils à Charité, puis l'a grondée. Ouf! Heureusement, j'avais tante Madeleine de mon côté. De toute façon, justice est faite, pas vrai? Bah non, il n'a pas fallu longtemps pour que l'attitude de ma tante envers moi change aussi. Une fois, j'aidais ma tante à préparer un gratin quand on a sonné à la porte. Il s'agissait d'une vieille amie de ma tante. Dès qu'elle m'a vue, elle a dit joyeusement « Waouh, ça ne fait que quelques années, mais Charité a bien grandi! Plus elle grandit, plus elle ressemble à Alfred, n'est-ce pas? Regarde ses yeux et son sourire !» J'ai regardé tante Madeleine avec confusion et j'ai vu son humeur changer immédiatement. Ce soir-là, quand j'ai sorti le plat à gratin, tante Madeleine a pris une bouchée puis l'a craché dans une serviette. « Tu es maladroite, irréfléchie et aussi une horrible cuisinière? Sois un peu plus utile, veux-tu ?» Je l'ai regardée bouche bée, incapable de trouver les mots à dire. Puis Charité est intervenue. « S'il te plaît, ne refais plus jamais ça. Le plat est tellement dégueulasse, juste comme toi. » Puis elle m'a souri en jetant le plat entier à la poubelle. Bizarre. Tante Madeleine m'a dit de préparer ça car c'était le plat préféré de Charité. Oh! Il semblait que la vie dans cette maison ne deviendrait pas plus facile. La semaine suivante, leurs moqueries sournoises ont continué. Un jour, j'ai coiffé mes cheveux différemment et Charité a ricané en me disant « Qu'est-ce que c'est? On dirait que t'as un homard sur la tête. As-tu déjà pensé à te teindre les cheveux parce que le blond ne te va vraiment pas? »
Une autre fois, j'étais invitée à une fête, alors j'ai mis une jolie robe. Mais quand je suis descendue, elles me fixaient toutes les deux et ma tante a dit « Oh là là! Est-ce que ce morceau de chiffon te rend encore plus ronde que d'habitude ou c'est parce que tu as été si bien nourrie en vivant avec nous ?» Une autre fois, j'étais assise à la table en train de me mettre du gloss sur les lèvres quand Charité me l'a arraché. Quand j'essayais de le récupérer, elle a ricané. « Pourquoi faire? Mettre ça sur tes lèvres dégoûtantes te donne juste l'air désespéré. Personne ne veut t'embrasser de toute façon. » Bon sang! Ma patience avec cette fille était vraiment à bout. Pire encore, tante Madeleine a entendu tout ça, mais elle a juste ri. Je ne comprenais pas pourquoi elles étaient comme ça. Je savais que je n'étais pas laide ou grosse, loin de là. Je sais que je suis jolie, car on me complimente toujours sur mes longs cheveux lumineux. Enfin, jusqu'à ce que je déménage ici. C'était tellement déroutant. Était-elle jalouse de moi? Il s'est avéré qu'être trop belle n'était pas facile. Tout s'est compliqué lorsque mon père, qui est aussi le directeur de l'école, est retourné au travail après son congé. Il m'a totalement ignorée. Et ça m'a fait me sentir mal. Puis en rentrant de l'école, j'ai trouvé tante Madeleine qui m'attendait, me demandant si je voulais manger quelque chose. Hein? Quoi? Oh, je vois! Oncle Alfred est rentré de son voyage d'affaires. Oh! Il était temps que j'expose le faux jeu de ce duo mère-fille une fois pour toutes. Donc ce soir-là, je suis volontaire pour cuisiner. Ouais, vous l'avez deviné, j'ai préparé un plat à gratin. Dès que je l'ai sorti, Charité a crié par accident. « Bark, je t'ai déjà dit que je déteste ce plat !» Tante Madeleine est devenue toute pâle et Charité a pris un air ahuri et choqué. Alors je me suis mise à genoux et j'ai supplié. « C'est de ma faute. S'il vous plaît, ne me punissez plus. Je ne veux plus dormir dans le sous-sol. » L'oncle Alfred avait l'air très confus. Alors j'ai continué. « J'ai oublié que Charité déteste ce plat. J'ai été punie plusieurs fois, mais je continue à faire des bêtises. C'est de ma faute. » Qu'est-ce que c'est? Je pars quelques semaines et je reviens à ce scandale. Il a ordonné à tante Madeleine d'entrer dans leur chambre pour discuter. Nous ne sommes même pas liés. Ne t'attends pas à ce que ma mère et moi soyons gentils avec toi. Elle a dit, puis est partie en trombe. Quoi? Qu'est-ce que Charité voulait dire? Bien sûr, nous étions liés. Tante Madeleine était la sœur de mon père, non? Voulant savoir ce qui se passait, je me suis cachée derrière la porte et j'ai écouté leur conversation. Dis-moi la vérité. Thérèse est ta fille avec Claire, n'est-ce pas? J'étais choquée. Claire? Ma mère? Avais-je mal entendu? Je sais, Marc me l'a dit. Le jour où Claire a eu son accident, ils ont fait des analyses de sang et il a découvert que le groupe sanguin de Thérèse était différent du sien. De toute évidence, ce n'est pas sa fille biologique. Et elle te ressemble. Dis-moi, est-ce que toi et Claire avez eu une liaison? Tu étais amoureux d'elle avant de m'épouser. Donc, papa m'a traitée comme ça parce qu'il a découvert que je ne suis pas sa propre fille. Et Alfred et ma mère étaient amoureux avant qu'elle ne se marie avec mon père. Explique-moi! Assez! Alfred a finalement pris la parole. Je n'ai rien à t'expliquer. Entendant des pas vers moi, j'ai couru vers ma chambre, fermé la porte, puis me suis glissée dans mon lit, faisant semblant de dormir. Soudain, j'ai entendu la porte s'ouvrir. C'était Alfred. « Thérèse, partons d'ici. » J'ai fait mon sac et je suis partie avec mon oncle Alfred. Nous avons emménagé dans un petit appartement près de chez lui. Même s'il s'est bien occupé de moi, il n'a plus parlé de ce jour-là, jamais. Je n'ai pas osé demander non plus. Nous avons juste laissé couler. Il devait être mon père, n'est-ce pas? Il n'était juste pas encore prêt à en parler. J'ai essayé d'éviter Charité autant que possible, mais ce n'était pas facile car nous étions dans la même école. Ce n'était pas comme si j'avais peur d'elle ou autre, c'était juste gênant. Et puis, un jour, en marchant dans le couloir, j'ai vu des affiches collées sur les casiers, les portes, les fenêtres et flottant sur le sol. Ils avaient tous une photo de mon visage. Et il était écrit dessus « Cette bâtarde est le produit de sa mère infidèle et d'un homme marié. » Tout le monde me regardait de travers et chuchotait à mon sujet. J'ai paniqué et je me suis précipitée hors de là. Mais je ne regardais pas où j'allais et je suis tombée directement sur un sportif. Et à côté de lui se tenait Charité. « Tu apprécies la célébrité? Ces affiches ont été spécialement conçues pour toi. » Juste à ce moment-là, mon père est apparu en tenant une affiche. Il l'a agitée devant elle. « Qu'est-ce que c'est? Qui te permet de salir l'école avec toutes ces bêtises? Laisse Thérèse tranquille. » Je ne pouvais pas faire face à mon père, alors j'ai couru en classe. Cet après-midi-là, j'ai entendu annoncer que tout ce qui était écrit sur les affiches était des mensonges, et que Charité serait en retenue. Une fois que la dernière cloche a sonné, je voulais juste rentrer chez moi et me cacher du monde. Mais en sortant de l'école, j'ai vu mon père qui m'attendait à la porte. Je n'avais rien à lui dire, alors je l'ai ignoré et je suis partie. « S'il te plaît, Thérèse, écoute-moi au moins. » Je me suis arrêtée, puis j'ai marché jusqu'à lui. Il était temps que je découvre la vérité. Donc,
Il s'est avéré que, oui, je ne suis pas sa fille. Mais je n'étais pas non plus la fille de l'oncle Alfred. J'ai trouvé ça et ça m'a fait me sentir tellement coupable. Il a dit, et il m'a montré un dossier de certificat d'insémination artificielle. Il s'est avéré qu'après des années d'essais, mes parents sont allés faire des examens et mon père a été diagnostiqué comme infertile. Maman ne voulait pas qu'il soit contrarié. Alors elle a secrètement eu recours à l'insémination artificielle et m'a donné naissance. Ce n'était jamais la faute de ta mère. Et j'ai eu tort de te traiter comme ça. Je suis vraiment désolée. Une nouvelle coulée de larmes coulait sur mon visage à chaque mot qu'il avait dit. Thérèse, je suis tellement désolée que nous, les adultes, avons laissé l'égoïsme et l'amertume te blesser. Surprise, je me suis retournée pour trouver l'oncle Alfred, déjà là, derrière moi. Je suppose qu'il était venu me chercher, et je ne l'avais pas remarqué puisque je parlais à papa. Il a dû entendre toute l'histoire. Alfred et moi ferons tout pour nous faire pardonner. Même si tu veux retrouver ton père biologique, nous ferons de notre mieux. Je l'ai regardé, lui et oncle Alfred, en réfléchissant. Ça ne vaut pas la peine, puisque j'ai déjà 2 papas extraordinaires. Suzanne, dépêche-toi, on va être en retard pour voir la maison de Gucci. Attendez, où est Suzanne? J'ai regardé autour de moi et j'ai vu mon amie debout sur place. Lola, c'est pas ta voiture? J'ai regardé dans la direction indiquée par Suzanne et j'ai vu ma voiture bien-aimée reposer à l'arrière d'une dépanneuse. Super! Notre seul moyen de transport était mis à la fourrière pour stationnement illégal. Autant pour une sortie au cinéma. Eh bien, c'est assez pour aujourd'hui. J'avais décidé d'arrêter de penser quand... Oups, quelque chose est tombé sur mon t-shirt. Ah! Ces stupides oiseaux! Incroyable! C'était mon tout nouveau t-shirt. Et maintenant, il était couvert de fientes d'oiseaux. Ah oui. Bienvenue dans une journée normale de la vie de Lola la poisse. Oui, on m'appelle comme ça depuis que je suis toute petite. Tous mes proches, à l'exception de mes parents, se sont toujours tenus à l'écart. Puis quand j'avais 12 ans, lors d'une réunion de famille ennuyeuse, j'ai surpris une conversation intense entre mon oncle et mes parents. Arrêtez de vivre dans le déni. Cette fille est un porte-malheur. Envoyez-la en internat. N'importe où, tant qu'elle est loin de cette famille. Tu es ridicule. C'est de ma fille dont tu parles. Le fait que tu aies perdu ton travail n'a rien à voir avec elle. C'est juste une enfant. C'est vrai, ce n'est pas la faute de Lola. Tu dois arrêter de tout lui reprocher à cause de quelques mots stupides. Il s'est avéré que les quelques mots stupides en question ont été dits par une voyante le jour de ma naissance. Ma famille possédait une célèbre entreprise de fabrication de meubles dans la région. Mais malheureusement, le jour de ma naissance, il y a eu un incendie dans l'atelier et ils ont tout perdu. Ce même jour, une voyante est passée devant la maison et elle a lâché une phrase qui a fait paniquer toute la famille. « Ce nouveau-né est un porte-malheur qui va porter malheur à toute la famille. » C'est donc pour cela que mes proches m'évitent, ne m'invitent jamais aux fêtes et disent des ragots sur moi dans mon dos. Je ne veux pas croire à la prophétie, mais avec toute la malchance que j'ai eue jusqu'à présent, c'est difficile de ne pas y croire. Avez-vous déjà porté un parapluie pendant 6 jours d'affilée pour qu'il y ait du soleil, puis le jour où vous oubliez de l'apporter, il pleut à verse? Ou avez-vous déjà été sur le point de lécher une délicieuse crème glacée quand vous avez trébuché et éclaboussé toute la glace sur la pauvre personne en face de vous? Eh bien, non seulement j'ai été malchanceuse, mais ma malchance a aussi affecté les gens autour de moi. Pas étonnant que je sois une fille timide qui a du mal à se faire des amis. En plus de mes parents, je n'ai qu'une seule amie, Suzanne. Hé Lola, as-tu déjà pensé à briser ta malchance? Il y a une voyante très célèbre en ville. Briser la malchance? Eh bien, ça semble être une bonne idée. J'en ai assez d'être Lola la poisse. Le lendemain, suivant les instructions de Suzanne, je suis allée dans une petite maison en banlieue de la ville. En frappant à la porte, j'étais nerveuse et contente en même temps. J'espérais que ce serait enfin la fin de ma série de malchance. Une femme avec un voile m'a fait entrer. Je ne pouvais attendre plus longtemps, alors j'ai tout déballé. « Bonjour, j'ai entendu dire que vous pouviez m'aider à me débarrasser de ma malchance. S'il vous plaît, aidez-moi, quoi qu'il en coûte. » La voyante est restée immobile un moment. Puis un sourire s'est dessiné à travers son voile. « Vous êtes Lola, la fille de la famille Gonzalez, n'est-ce pas ?» J'étais stupéfaite. Waouh, elle était vraiment forte celle-là. Je veux dire, je ne m'étais même pas encore présentée. Bien sûr, je savais déjà que vous viendriez ici, mais il vous sera difficile de vous débarrasser de votre malchance. Il n'y a qu'une seule personne au monde qui peut défaire votre malchance. Elle supportera toute la malchance pour vous,
et vous apportera même de la chance en même temps. » « C'est vrai ? Mais qui cela peut-il être dans ce vaste monde ?» j'ai murmuré. La voyante a souri et m'a dit que si je voulais d'autres indices, cela me coûterait quelques dollars en plus. Bon, j'ai déjà fait tout ce chemin, alors ça vaut la peine de dépenser le reste de mon argent de poche pour savoir qui est mon mystérieux sauveur, n'est-ce pas ? Puis elle a sorti ce sac à cordon et l'a secoué. Elle m'a dit de tirer un objet. Ah, c'était un petit carreau avec une seule lettre dessus. Ah. Eh bien, intéressant. Une personne dont le nom commence par A. N'ayez crainte, Lola. L'univers vous guidera pour trouver cette personne très bientôt. Je suis rentrée chez moi et j'ai pensé aux personnes que je connaissais avec des noms qui commencent par A. Voyons voir. La personne la plus probable était Ariel, une de mes camarades de classe qui avait beaucoup de chance en tout. C'est vrai, ça doit être elle. Elle est née riche et chanceuse. Elle n'étudiait même pas mais avait toujours de bonnes notes. En fait, elle venait de gagner la tombola de l'école. Son prix était 1 an de beignets gratuits et un tour au bowling. Évidemment, elle était tout le contraire de moi. Avec sa chance inhérente, un peu de ma poisse ne la rendrait pas trop malheureuse, n'est-ce pas ? Mais honnêtement, je ne suis pas fan d'Ariel. Elle est aigrie, méprisante et frimeuse. Quand même, chère Lola, il faut tout tenter pour mettre fin à ta malchance. Alors, j'étais déterminée qu'à partir de demain, je ferai d'elle ma meilleure amie. Ensemble, nous aurions l'équilibre parfait entre malchance et bonne fortune. Mais plus facile à dire qu'à faire. Être amie avec Ariel signifiait que je devais continuellement la complimenter sur tout. Ses nouvelles chaussures, ses bonnes notes, son choix de couleur de rouge à lèvres. Ah, elle m'obligeait aussi à faire la queue pour aller chercher son déjeuner. Quelqu'un comme moi avait du mal à porter son propre déjeuner sans trébucher. Alors 2. Mais le plus étrange, c'est que je ne suis même pas tombée. En fait, depuis que j'avais commencé à traîner avec Ariel, il semblait que rien de mal ne me soit arrivé. Avec ma nouvelle chance, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres camarades de classe. Et vous n'allez pas le croire. Une fille aussi chanceuse que moi a même gagné 2 tickets pour l'ouverture d'un nouveau parc aquatique. J'ai donc décidé d'en partager un avec Ariel. Pour être honnête, c'est sa chance qui m'a permis d'avoir ces tickets, n'est-ce pas ? Mais attendez. Est-ce que c'était Ariel qui titubait en sortant des vestiaires avec ses talons aiguilles ? Quelle idiote ! Et juste après ça, comme vous auriez pu le deviner, elle a glissé. Mais à ma grande horreur, elle s'est aussi frénétiquement agrippée à mon bras pour m'entraîner dans sa chute. Mais, attendez, pourquoi je n'ai pas eu mal ? Oh, est-ce que j'ai rêvé ? Est-ce que ce beau mec vient de me sauver ? Quant à la princesse Ariel, elle s'est cassé un petit ongle et elle est partie en faisant la tête. Ce n'est pas grave, car j'avais un nouveau compagnon, mon héros super mignon, Anthony. Depuis lors, Anthony et moi nous parlons tous les jours. Et c'est ainsi que nous sommes officiellement devenus un couple. Honnêtement, qui aurait pu imaginer que Lola la guigne aurait un jour un merveilleux petit ami comme Anthony ? Peut-être que ma chance avait finalement tourné. Hourra ! Donc la prophétie s'était réalisée. Ariel était celle qui m'a porté chance. Mais en fait, en y réfléchissant bien, Ariel ne semblait pas avoir de malchance du tout entre-temps. Enfin, à part l'incident de l'ongle, mais là, elle a eu de la chance de ne pas se fouler la cheville ou autre. Peut-être que nous étions tous dans le train de la chance pour une fois, mais il reste une chose que je n'arrive pas à comprendre. Chérie, pourquoi es-tu si en retard aujourd'hui ? Désolée bébé, en venant ici, ma roue a crevé. 2 fois. Oui, vous voyez, mon petit ami a eu beaucoup de malchance ces derniers temps. Mais attendez, Anthony est aussi un nom qui commence par la lettre A. Se pourrait-il que ce soit Anthony qui ait souffert de ma malchance ? Et pas Ariel ? Oh non, ça ne peut pas arriver. Puis, au cours des semaines suivantes, mes soupçons ont été confirmés. Anthony a perdu son téléphone, il a égaré son devoir, a récupéré le mauvais chien chez le vétérinaire, et il a même fait tomber le vase de chez sa mère tout neuf et super cher. Smash ! Je pouvais continuer à porter la poisse, mais je ne voulais pas que mes proches aient à endurer cette charge à ma place. Au lieu de ça, je devais trouver un moyen d'aider Anthony à s'en sortir pour de bon. Peut-être il pourrait trouver quelqu'un de super chanceuse qui inverserait sa malchance. Avec ce plan en tête, j'ai organisé un pique-nique pour nous deux, puis j'ai invité la personne la plus chanceuse que je connaisse, Ariel. Au début, tout semblait aller pour le mieux. Il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de fourmis dans nos sandwichs,
Mais ensuite, j'ai remarqué qu'Ariel gloussait et jouait avec ses cheveux en regardant Anthony. Oh non! Ariel avait le béguin pour mon petit ami. Le problème, c'est que plus je les voyais ensemble, heureux et sans malchance, plus j'en concluais que Anthony était mieux sans moi. J'ai donc commencé à ignorer ses appels et ses messages, et j'ai délibérément évité les endroits où il pouvait se trouver. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'il se pointe devant mon école. Lola, pourquoi tu m'ignores? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai fait semblant de ne rien entendre et j'ai continué à marcher. Mais il m'a couru après et m'a attrapé par le poignet. Alors je lui ai crié « Rien! Tu es parfait! C'est pour ça que j'ai arrêté de te parler. Je porte la poisse, tu mérites mieux. » Il m'a jeté un regard confus. Alors je lui ai expliqué que la malchance avait tendance à me suivre, moi et les gens dont j'étais le plus proche. Et c'était pour ça que j'avais arrangé un rencard pour lui et Ariel. Tu es tellement folle. Es-tu sérieusement prête à laisser tomber ce que nous avons à cause d'une stupide prophétie? De plus, je ne suis pas un objet que tu peux donner à n'importe qui. Puis il est parti en trombe. C'était affreux. Maintenant, j'avais perdu mon incroyable et attentionné petit ami, et je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. Plus tard ce soir-là, maman est entrée dans le salon et m'a vue affalée sur le canapé en train de pleurer. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas, et j'ai fondu en larmes à propos de ma malchance. Sur la voyante et sur le fait que j'avais perdu mon petit ami à cause de ça. Je pense qu'il est temps que j'aille voir cette voyante. Et c'est peut-être la même que le jour de ta naissance. Je ne l'ai pas vue à l'époque car j'étais à l'hôpital avec toi. Si c'est vraiment elle, j'ai envie de savoir pourquoi elle a décidé de mettre autant de stress sur notre famille avec ses paroles ridicules. Le lendemain, maman et moi sommes allés chez la voyante. Maman a arraché le voile de son visage et l'a regardée en état de choc. Il s'est avéré qu'elles allaient à l'école ensemble et qu'à l'époque, cette femme était jalouse de la chance de ma mère. Une jalousie qu'elle n'a jamais surmontée. Alors elle a essayé de la saboter en racontant des prophéties ridicules, non seulement sur moi, mais aussi sur le reste de notre famille. En y réfléchissant, pendant toute mon enfance, mes proches m'ont traité comme un porte-malheur, et c'est ainsi que j'ai agi. Je me suis aliénée, j'ai manqué d'assurance, et je n'avais aucune confiance en moi. Peut-être que c'était mon énergie négative qui me rendait malchanceuse, et non une stupide prophétie. Alors que s'est-il passé ensuite? Eh bien, maman a fait en sorte que toute la ville sache que la voyante était une escroc. Elle nous a écrit des excuses publiques et nous a dédommagés. Quant à moi, j'ai décidé qu'il était temps de créer ma propre chance. Je suis donc allée chez Anthony et je lui ai tendu 2 billets pour le parc aquatique, en m'excusant pour toutes mes bêtises superstitieuses. Il a semblé apprécier ce geste et m'a pardonné. Nous sommes de nouveau ensemble. Youpi! À partir de maintenant, il n'y a que des ondes positives, des pensées heureuses et des opportunités à saisir dans la vie. La chose la plus importante que j'ai apprise est que si vous voyez la vie comme étant belle, elle sera toujours belle pour vous en retour. C'était mon tout premier jour au lycée. Et naturellement, j'en suis fière. Je veux dire, qui ne voudrait pas devenir amie avec quelqu'un d'aussi joli et sympathique que moi? À l'heure du déjeuner, j'avais déjà des tas de nouveaux amis. Et tout le monde se pressait autour de moi pour entendre des histoires sur ma superbe vie. Je suis rapidement devenue très populaire à l'école. J'étais la magnifique et envoûtante belle blonde. Vous savez ce qu'il y avait de mieux? Les garçons ont commencé à me remarquer aussi. Même le capitaine de l'équipe de basket, Michel, s'était pris de moi. C'est logique, je veux dire évidemment. Le plus beau garçon de l'école va s'intéresser à la plus belle fille. Et devinez quoi? Il me suit maintenant sur le chemin de la maison. Tu me harcèles beaucoup, hein? Attends un peu. Il semblait que ma nouvelle vie ici dans cette école allait être géniale. Bien, Mandy, ce n'était pas une question facile, mais tu y as répondu parfaitement, bon travail. Vous voyez, j'ai pas seulement un joli visage, je suis aussi l'une des élèves les plus intelligentes de l'école. Mes admirateurs sont de plus en plus nombreux. On aurait dit que tout le monde voulait passer du temps avec quelqu'un d'aussi parfait que moi. J'étais en train de raconter à mes nouveaux amis comment, au début, les gens me jugent mal parfois, car je viens d'une famille bien éduquée et extrêmement prospère. Mes parents sont des personnes très riches, qui m'encouragent à toujours être la meilleure version de moi-même, et à m'efforcer de ne jamais les décevoir. Hey Mandy, excuse-moi, mais pourquoi tu portes jamais de vêtements de marque, ou n'utilises jamais rien de cher? Elle a baissé les yeux sur mes baskets miteuses. Je vois pourquoi cela peut paraître un peu étrange. Mais tu vois, je m'habille ainsi parce que mes parents valorisent l'importance d'être modeste.
C'est aussi ma façon de vivre. La bonté est meilleure que la beauté, n'est-ce pas? Puis j'ai sorti mon téléphone et leur ai montré les notes de ma dernière école. Tout le monde s'est étonné que je sois si excellente. J'étais aimée, admirée, adorée. Mais bien sûr, être aussi formidable signifiait qu'il devait y avoir pas mal d'enfants jaloux de moi. Je veux dire, je pouvais pas leur en vouloir. Après tout, j'étais éblouissante comme un diamant, alors qu'ils étaient juste ternes et ordinaires. Une fois, après un examen, dès que la professeure est partie, cette fille appelée Layla s'est levée et a dit « Mandy a triché, je l'ai vu de mes propres yeux. » Je l'ai vue aussi, elle a regardé son téléphone pendant l'examen. Tout le monde était sous le choc. À ce moment-là, le délégué de la classe, Marc, a crié « Hé, arrêtez ça. On sait tous que Mandy est une bonne élève, c'est impossible qu'elle ait triché. » Ah, c'est de ça que je parle. Layla et Célia doivent craquer de jalousie en voyant leur plan minable pour me ruiner échouer. Et le délégué de classe, il est sorti de nulle part pour me protéger. Il doit être un autre de mes nombreux admirateurs. Mais, désolé Marc, tu n'es pas du tout à ma hauteur. Une fille comme moi a besoin d'un gars beau, riche et mature. Ces garçons à l'école sont mignons, mais ce ne sont que des gamins. Ils sont indignes de moi. Une fois, j'étais pressée et je n'ai pas eu le temps de bien chercher dans mon casier. Alors j'ai accidentellement pris le mauvais manuel avec moi en classe. Voyant mon erreur, Layla et Célia sont immédiatement intervenues. Qu'est-ce que c'est? Nous pensions que Mademoiselle Parfaite ici n'avait jamais rien raté. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, car cette fille Bess a pris la parole. Arrêtez ça, qui ne fait pas d'erreur de temps en temps, hein? Tiens, tu peux partager les miens. Oh waouh, cette fille était plutôt sympa. C'était bien d'avoir une alliée pour faire face à Layla et Célia. Donc, à l'heure du déjeuner, j'ai rejoint la table de Bess. Nous avons commencé à discuter, et elle était clairement fascinée par la façon dont ma vie était incroyable. Super, maintenant j'avais une fidèle acolyte. Bess, aide-moi à faire les devoirs d'aujourd'hui, d'accord? Encore? Je dois assister à une soirée très importante avec mes parents ce soir. Il y aura des politiciens et des plutocrates. Je n'aurai pas le temps pour faire mes devoirs. Je dois rentrer tôt à la maison pour m'habiller, maquiller. Bye! Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour voir sa drôle de tête ahurie. Elle ressemblait à ça à chaque fois que je lui demandais de faire mes devoirs. Mais ça valait le coup, pas vrai, Bess? Elle a pu passer du temps avec la prodige la plus jolie de l'école, moi. Donc un peu de devoirs supplémentaires était un petit prix à payer pour un tel privilège. Vous savez, pour moi, ces devoirs n'étaient rien. Je n'avais juste pas le temps pour ça. Je dois admettre que la présence de Bess était très pratique. Elle s'assurait que mes notes soient les meilleures de la classe, ce qui me laissait le temps de jouer au polo, d'aller au club de golf et de participer à des événements caritatifs avec mes parents. Elle me laissait aussi emprunter ses robes, ses sacs, son maquillage et cette paire de talons hauts super mignons. Mes amis m'admiraient, les étrangers m'idolâtraient, mes professeurs m'adoraient, et j'avais une merveilleuse et fidèle meilleure amie. La vie était parfaite. Jusqu'au jour où, alors que je marchais dans le couloir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les gens ne me donnaient pas leur habituel regard d'adoration. Au lieu de ça, ils levaient le nez vers moi. Oh, que se passait-il? Bess, sais-tu ce qui se passe? Les gens agissent vraiment bizarrement. Elle a juste haussé les épaules. Je sais pas, on va voir. J'ai essayé de me dire que c'était pas grave, mais je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose n'allait pas. Puis, plus tard ce jour-là, mes pires craintes ont été confirmées. En entrant dans la salle de classe, Marc est venu vers moi et a agité son téléphone devant moi. « Bien joué, mademoiselle Parfaite. Il s'avère que tu n'es qu'une grosse menteuse. » J'ai regardé son téléphone et j'ai vu un long post avec beaucoup de photos attachées. Il y a un gros titre qui dit « La vérité sur Mandy la menteuse ». Et chaque photo était accompagnée d'une légende. La maison de Mandy est en fait très ordinaire. Elle vit ici avec ses grands-parents. Il n'y a pas de manoir luxueux ou de parents riches. Quand Mandy est arrivée à l'école, elle s'est liée d'amitié avec tout le monde, se vantant de sa gloire, de sa fortune et de sa popularité. Je ne sais pas qui elle est. Et alors, si on empruntait le même chemin pour aller à l'arrêt de bus, qui a dit que j'avais l'intention de faire connaissance avec elle? Son relevé de notes de son ancienne école n'est même pas le sien. Elle a juste photoshopé son nom dessus. Chaque fois qu'elle se levait pour répondre à une question ou passer un test, elle trichait pour avoir une bonne note. Mon Dieu, tout ça! Comment ont-ils su? J'avais l'impression que mon cœur allait s'arrêter de battre et que mon esprit tournait. Mes yeux se sont brouillés quand j'ai vu Layla et Célia s'approcher de moi.
Je les ai fixés en état de choc. Mandy, honnêtement, nous ne te détestons pas. C'est juste que tes histoires étaient ridicules. Alors nous avons décidé de découvrir la vérité. C'est vrai. Mais t'as vraiment couvert tes traces. Nous n'avons rien pu trouver. Attendez, alors qui a trouvé ces pièces à conviction? C'est moi. Juste à ce moment, ma soi-disant meilleure amie est apparue, suivie par la professeure principale. Mandy, je sais que tu me prends pour une fille désespérée et que tu peux contrôler, mais non! J'ai vite compris que tout ce que tu disais était un mensonge. Alors j'ai rassemblé des preuves pour le prouver. Tout le monde me regardait avec déception. Je me sentais complètement dépassée par la situation. Ça ne pouvait pas vraiment arriver, n'est-ce pas? Je me suis pincé le bras. Oh! C'était aussi douloureux et aussi réel que ce qui se déroulait sous mes yeux en ce moment. Bess a continué. Ce n'est pas bon pour toi de vivre un tel mensonge. Qui es-tu exactement? Oh! Les images de la réalité ont commencé à affluer dans mon esprit, donnant à mon cerveau l'impression qu'il allait exploser. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai couru hors de la classe. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée à l'hôpital. La professeure principale était assise à côté de moi et mes grands-parents étaient là également. Ils avaient tous l'air très déçus. Mandy, le directeur était très en colère et était sur le point de t'expulser. Mais Bess et ses amis l'ont convaincu de te laisser rester. Quoi? Bess? Mais c'est elle qui m'a exposée. Remarquant ma surprise, la professeure a continué. Après avoir vu ta réaction, Bess a réalisé que tu avais peut-être un problème psychologique. Alors elle nous a convaincus de t'amener à l'hôpital pour un diagnostic. J'ai levé les yeux vers mes grands-parents. Ils étaient tous en larmes. De façon inattendue, j'ai éclaté en sanglots. J'aspirais tellement à avoir une vie de rêve, pleine de gloire, de richesse et d'admirateurs, que je me dessinais une vision dans une autre réalité. J'étais tellement absorbée par ce scénario illusoire que j'ai oublié ma propre réalité. C'était le mois dernier et je suis actuellement sous traitement pour mes délires. Et je vois aussi un thérapeute. En ce moment, je suis en route pour voir Bess, Lalia, Célia et Marc. Non, je ne l'invente pas. Je vais vraiment les retrouver. Oh mon Dieu, ils sont là. C'est effrayant, mais je dois le faire. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, puis, suivant les conseils de mon thérapeute, je leur ai parlé avec mon cœur. Bonjour les gars, merci d'être venus. Tout d'abord, je tiens à m'excuser d'avoir menti. La vérité, c'est que j'ai tellement vécu dans le mensonge que je pouvais plus distinguer ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Ma thérapeute m'a aidé à voir que tout cela a commencé après la perte de mes parents. Une partie de mon subconscient avait tellement envie de cette vie de rêve que j'en ai créé une nouvelle. De cette façon, je n'avais pas à accepter la réalité, à savoir que mes parents sont décédés et que je vis avec mes grands-parents pauvres. Quand j'ai fini de parler, je les ai regardés, m'attendant à ce qu'ils me crient dessus ou quelque chose du genre. Mais au lieu de ça, Bess m'a souri et a dit « Il a fallu beaucoup de courage pour venir ici et dire cela. Je suis aussi désolée. Je n'aurais pas dû te dénoncer comme ça. Je ne savais pas que tu étais malade. » Pareil, je suis fière de toi. Moi aussi. Moi aussi. Maintenant, quand est-ce qu'on va commander du gâteau? Alors, et maintenant? Eh bien, je continue à prendre mes médicaments et à parler à ma thérapeute. Je peux maintenant faire la différence entre l'imaginaire et la réalité. De plus, je suis de retour à l'école et mes professeurs et camarades de classe ont tous été très accueillants. Mieux encore, j'ai maintenant des amis géniaux qui m'aiment pour moi. Et vous savez quoi? Il s'avère que vivre dans la réalité n'est pas si mal après tout.